Bonjour Libertad Allô, Amé! et bonjour à tout le monde qui nous écoute présentement sur YouTube et Spotify. Aujourd'hui, un épisode très semblable à l'épisode 1 de notre saison 1, parce qu'aujourd'hui, on va parler de l'histoire, de l'évolution et la communauté québécoise, mais cette fois-ci de la bachata. Alors, c'est un épisode rempli avec beaucoup d'informations, vous allez voir. Donc, on vous conseille fortement de le regarder sur YouTube parce qu'il va y avoir plein de vidéos et d'images. Yes! Puis quand on parle de bachata, c'est sûr que c'est un sujet tellement large, mais il fallait couvrir surtout la portion évolution, timeline. Donc, pour ce faire, on a décidé d'inviter deux personnes qui ont non seulement participé à la croissance de la bachata, mais qui sont aussi devenus des pionniers, des personnes marquantes dans notre communauté de bachata montréalaise. Donc, on vous présente Maud Chénier et Renaud Hayette. Bon épisode! Bon épisode! Hello guys! Salut! Salut! Bienvenue à Open Break! Écoutez, ça fait depuis la première saison d'Open Break qu'on pense à vous pour justement nous parler de ce fameux sujet, la bachata, mais pas seulement partout, là, on veut vraiment parler de la bachata à Montréal, puis quoi de mieux que vous avoir, fait que merci beaucoup d'être Merci là. d'avoir C'est accepté plaisir. l'invitation. Merci beaucoup pour l'incitation. C'est sûr que la bachata, c'est un sujet assez vaste. Donc, on a dû structurer un petit peu plus l'épisode pour couvrir ce qui nous semblait important. Fait qu'il y aura peut-être partie 2, partie 3, on ne sait jamais. Mais aujourd'hui, c'est ça. C'est vraiment la bachata, l'histoire, l'évolution et surtout sur la scène montréalaise et aux alentours. Puis vous, étant des piliers, c'est sûr que vous allez nous donner plein d'informations. Mais avant tout, on aimerait ça que vous vous présentiez un tout petit peu et comment vous avez découvert le monde de la bachata. Oui, avec plaisir. Alors, moi, j'ai commencé dans le domaine de la musique R&B et de la danse R&B, en fait, quand j'étais très jeune, de l'enfance à l'adolescence. Par la suite, je me suis lancée dans les danses sociales, mais avant la danse latine, c'était ce qui est triple swing, jive et tout ça. Je faisais des comédies musicales. Et puis, je m'étais dite, j'avais tellement aimé l'expérience de danse sociale, je voulais une danse sociale qui allait rester dans ma vie. Donc, dans la trentaine, quarantaine, cinquantaine, quelque chose que j'allais pouvoir continuer de danser. Donc, je suis partie explorer les écoles de danse latine et à cette époque-là, à mon adolescence, il n'y en avait pas beaucoup à Montréal. C'était très limité. Donc, j'étais partie visiter Saint-Tropez et à cette époque-là, mes parents m'ont payé des cours parce que j'étais très jeune. Je crois que je devais avoir 12-13 ans. Et j'ai pris les cours, j'ai fait tous les niveaux à Saint-Tropez. C'était pas mal la salsa dans ce temps-là. Et donc, j'avais fait tous les niveaux chorégraphiques, les troupes amateurs. Mais la bachata, c'était une danse qu'on apprenait après. En fait, c'était très salsa, merengue, bachata. Donc, c'est comme la troisième danse qu'on apprenait. Mais même à cette époque-là, pour moi, la bachata, à chaque fois qu'il y avait un petit 5 minutes de bachata, j'étais comme ah mon Dieu, je veux en faire plus. Et puis, bon, ben, en fait, mis après les troupes amateurs, j'ai fait des formations pédagogiques. Et puis, j'ai commencé à enseigner, je crois que c'était 2006, à Saint-Tropez, principalement la salsa, mais encore une fois, la bachata était toujours le truc que je voulais faire dans mon cœur. On faisait des spectacles à la Salsathèque le soir. Ouais. Et puis, Je m'en rappelle. et puis il y avait comme 15 salsa pour une bachata peut-être. Et donc, j'attendais impatiemment ce moment-là pour danser avec Cornell à l'époque. Et donc, oui, ça a été ça mon amour pour la bachata dès les débuts, en fait, là. C'est ça qui a lancé vraiment mon amour pour ça. Cool. Super. Et toi, Renaud? Moi, j'ai fait de la musique au secondaire, mais j'avais jamais vraiment fait de danse avant l'âge adulte. Fait que j'ai découvert la danse un peu par hasard, je pense que j'avais aux alentours de 20 ans. C'était à l'époque où il y avait genre, je pense, Dirty Dancing 1 qui s'était sorti dans sa cif. Puis il y avait aussi Team Can Dance aussi qui était très Oui, c'est la vrai. fille de la danse, je pense. Oui, Ouais, comme c'est sorti en 2005, ça, c'est Eating ça. Can Fait Dance. que c'était l'époque de ça, qu'on était bombardé à la télé de ça. Fait que, puis à un moment donné, j'avais décidé de prendre des cours de danse sociale pour le plaisir, pour m'initier un peu à ça. J'avais beaucoup aimé ça, ça c'est en 2006. Attention, ce n'est pas à Montréal.
Non, c'est Trois-Rivières. Fait que Picarlène à Trois-Rivières, au Cap de la Madeleine. J'aimerais ça le mentionner Très, parce très qu'après précis. ça, t'as Ouais, fait Trois-Rivières, Montréal une couple de fois. longtemps. Et après, c'est Sherbrooke. Mais c'est en 2007, j'ai transitionné vers la salsa. Il y avait comme une école proche de chez moi qui était des cours donnés par Christelle et Tony Rosseo. Donc, j'ai commencé à prendre des cours là. Puis là, à l'époque, je travaillais beaucoup de soir, de nuit. Fait que je me trouvais à juste prendre les cours une fois par semaine. Je ne pas vraiment pratiquer parce que je travaillais quand il y avait le social qu'on avait une fois par semaine à Trois-Rivières. Puis par la suite, j'ai fait la connaissance de Nico, que certains connaissent peut-être, il fait encore son école à Trois-Rivières. Je le salue. Puis, je pense qu'il a affiché une édition pour une troupe Tango Salsa, dont les pratiques étaient à Shawinigan, qui était ma première troupe de danse. Je tombe en amour avec le stage, la performance. Puis aussi, Nico avait une affection particulière pour la bachata, je pense qu'il m'a Oui. transmise dès le début. Fait qu'on n'avait pas nécessairement beaucoup de bachata à Trois-Rivières-Royal, mais il en faisait jouer plus souvent, il l'enseignait plus, puis il nous en parlait, il me communiquait sa passion. Puis moi, ça a cliqué assez rapidement. Je trouvais que c'est une belle danse, j'aimais la musique. À l'époque, c'était relativement simple. Vous n'avez pas de base, peut-être tour à gauche, tour à droite, peut-être un petit dip. Ouh. Ouais. Mais j'ai tout de suite aimé ça, puis, mais c'était juste pas dans le milieu. Fait que on faisait juste de la salsa, fait que je m'entraînais en salsa. Puis éventuellement, Nico, qui lui prenait des cours à Montréal, à Chapital, une fois par semaine, à un moment donné, il m'invite, il nous invite venir avec moi prendre des cours. Puis moi, ben, évidemment, je suis comme fantastique. J'arrive à Montréal, là, je réalise que je suis vraiment moins bon que je pensais. J'ai commencé à prendre des cours là, finalement, j'ai fini par rejoindre les tours amateurs à Montréal. Puis là, à ce moment-là, j'ai déménagé à Sherbrooke pour aller faire mon droit. Fait que là, j'ai fait Sherbrooke-Montréal pendant 3 ans, une à deux fois semaine pour prendre des cours, aller aux soirées. Fait que c'était le début d'une belle aventure. Cool. C'est ça qu'on va en apprendre un petit peu plus sur votre histoire parce que ça ne s'arrête pas là. C'est vraiment comme le petit début, mais vous avez toutes les deux commencé tu sais, par la salsa. Puis justement, on a eu un épisode très, très riche donné par Edson qui nous parlait de l'histoire et tout de la salsa. Là, c'est vous deux. Donc, vous avez quand même une méchante responsabilité ce soir pour parler justement à tout le monde. Au meilleur de notre connaissance, Oui. évidemment, toujours, mais c'est sûr que ça va aider à beaucoup de personnes à en apprendre un peu plus. Puis il y a certaines personnes qui n'ont jamais appris à danser, qui des fois regardent. Il y a aussi des gens un peu comme nous qui sont nés de parents immigrants aussi, donc qui connaissent la bachata, mais ils connaissent ça dans un environnement très familial ou des gens qui sont allés dans le sud. Donc là, on parle vraiment de la bachata sur une scène de danse, donc en social, en performance. On va vraiment faire le tour de l'écosystème tout à l'heure. Mais tout d'abord, ce qu'on aimerait de vous, ça serait de nous aider à définir c'est quoi la bachata. Et pas seulement la musique, mais tu sais, vraiment la danse. Quelqu'un qui ne danse pas, comment vous définirez la bachata? Pour quelqu'un qui ne danse pas, pour moi, c'est une danse qui peut autant se faire seule ou en couple. Ça fait partie de la famille des danses latines. Autant comme, souvent, les gens qui ne dansent pas vont pas nécessairement différencier la salsa, le cha-cha, la bachata. Donc, fait qu'une danse peut se faire en couple ou seule, généralement plus en couple, qui se veut un peu plus sensuelle que d'autres danses latines. Une musique un peu plus douce, plus lente en général. Il y a toujours des exceptions. Puis qui se veut un moment de connecter avec son partenaire, qui nous permet un peu plus de temps pour ressentir, je pense, la musique, ressentir les choses. Ouais, fait que c'est comme ça que... La musique aide beaucoup aussi, là. Puis, justement, en parlant de la, de la musique et de la danse, c'est quoi les origines? Ben, en fait, c'est très riche et je trouve ça super intéressant d'en parler parce que si on revient vraiment aux racines de la bachata, on va parler de boléro et puis le boléro, ben, en fait, il a débuté dans les années 1800, donc ça remonte à tellement loin et le boléro, à ce moment-là, il y en avait 2. Il y avait le boléro cubain et le boléro espagnol et ça, je trouve que c'est un élément clé dans l'histoire, parce qu'on va voir éventuellement que dans les nouvelles tendances bachata, on va trouver que l'Espagne est vraiment au cœur des nouvelles tendances bachata et beaucoup de gens vont se poser la question pourquoi? Mais parce qu'à la base, le boléro, il y en avait 2. Il y avait le boléro espagnol et cubain. Mais, à prime abord, la bachata qui est décrit comme une espèce de blues, à la base, le mot bachata signifie un peu le blues et c'était une danse, vraiment dansée par les gens plus pauvres, et c'était mal vu à l'époque. Et le boléro, en fait, c'était très romantique. Les gens, allaient vraiment danser collés et c'était un peu pour se changer les idées de la misère et tout. Et puis, avec les tendances qui sont arrivées, les instruments comme l'accordéon et tout ça, on va trouver une influence qui va démarrer à partir du merengue. Donc le merengue est une danse beaucoup plus festive que le boléro à ce moment-là
et ça va avoir un impact pour la création des premières bachatas. Justement, musicalement, c'est super intéressant si vous faites des recherches éventuellement pour première forme de bachata, parce que ça sonne énormément comme un boléro, mais on va retrouver des instruments qui étaient dans le merengue. Et puis, bien sûr, l'évolution va continuer avec des sons différents qui évoluent au fil des décennies. Avant, ça prenait des décennies avant qu'un son change. Puis dans l'évolution récente, on voit que c'est presque à chaque année ou voire à chaque 6 mois. Donc par la suite, quand la bachata était considérée ce qu'on appelle aujourd'hui la traditionnelle, en fait, qui joue la bachata, parce que toute bachata vient de la République dominicaine. On va avoir des groupes, des chanteurs qui vont vouloir influencer le son comme le groupe Aventura qui, eux, en 2002, ont sorti un album qu'ils appelaient We Broke the Rules, Nous avons brisé les règles, qui ont décidé de carrément changer le son. Puisqu'il y avait l'arrivée de la musique électronique un peu plus, c'était beaucoup plus par ordinateur, il y avait des effets spéciaux et tout. Aventura vont lancer ça, qui évidemment fait un boom, je pense qu'on le sait aujourd'hui, et qui a influencé tous les chanteurs aussi, dont Toby Love, Extreme, aux autres. Comme Cosmos maintenant et JR. Absolument, Puis Lo Picasso maintenant aussi. tout à Ouais, fait. Qui est une ère qu'on va parler de la bachata moderne à ce moment-là, où ces chanteurs-là vont introduire un peu même d'anglais dans leurs chansons, qui était une première. Donc, tu sais, on passe vraiment du boléro à finalement une première forme de bachata, à l'évolution vers la bachata moderne. Puis là, après ça, ben, c'est sûr que ça l'a fait un boom. Il y a des danseurs qu'on va connaître, qu'on va parler éventuellement, qui ont fait des vidéos dans les premières formes de YouTube aux États-Unis, qui a comme changé encore une fois l'interprétation chez les danseurs. Puis là, on va connaître après ça des fusions. Beaucoup de chanteurs et danseurs vont vouloir tester un peu où ils peuvent emmener la bachata jusqu'au style sensuel qu'on appelle aujourd'hui et les remixes anglophones. Donc, ça, je pense que ça fait un bon tour. Un bon sommaire, ça part de la musique, ce qui était important à souligner parce qu'effectivement, on a vu tellement d'évolution dans la bachata rapidement dans les dernières années, mais c'est bon de break down un petit peu. Puis c'est vrai, c'est quand on sort danser avec nos familles, tu sais, des fois, il y a comme nos grands-parents et tout, et il y a une bachata qui joue, ils dansent du boléro dessus. Et c'est vrai parce que mon père, il nous a nommé souvent que ça. Ah, ben, cette chanson-là, je la connais, c'est un boléro. Ben, même des chanteurs aujourd'hui comme Daniel Santa Cruz, ses chansons sont énormément avec un beat boléro en arrière. Sont très bachata, mais très boléro aussi. Oui, c'est vrai. Mais là, vous avez nommé ensemble bachata traditionnelle puis bachata dominicaine. Est-ce qu'il faut faire une distinction? Hein, Renaud? Ben, moi, personnellement, moi, j'ai jamais vraiment aimé parler de bachata dominicaine parce que je trouve que c'est un peu une redondance. Pour moi, je vois vraiment plus comme la bachata qu'on peut parler plus de traditionnelle versus moi, tout ce qui est non traditionnel, je l'englobe dans n'est pas traditionnel. Donc, après ça, on a plusieurs dénominations pour ça. Parler de bachata dominicaine, même en République dominicaine, il n'y a pas qu'une bachata, il n'y a pas que de la traditionnelle, bien que c'est principalement ça. Puis de juste dire bachata, justement, ça englobe un peu tout. Bachata dominicaine, en République dominicaine, il n'y avait pas ça, la bachata dominicaine. Fait comme c'est que les étrangers de l'extérieur qui vont dire ça. Fait que personnellement, j'affectionne plus le terme traditionnel pour ça parce que ça reconnaît un peu l'origine en même temps que de parler de bachata dominicaine comme s'il y avait une bachata canadienne. C'est sûr que, tu sais, si on parle plus marketing, la bachata dominicaine va beaucoup plus attirer les yeux de quelqu'un qui ne sait pas danser. Que traditionnel, Que oui. traditionnel, c'est ça. Puis après ça, vous avez parlé de bachata moderne. Donc, qu'est-ce que c'est ça, la bachata moderne? Ben, c'est une très bonne question. Ben, dans le fond, grâce au changement musical, donc comme vous avez mentionné, les filles, c'est vraiment au niveau de la musique en premier que ça change et ensuite au niveau de la danse. Ça, c'est l'élément clé parce que c'est tellement important de comprendre qu'on danse sur la musique. Donc, la musique nous indique quoi faire. Donc, quand on parle de bachata moderne, c'est qu'à ce moment-là, il y a eu un couple, Ataka La Alemana, qui ont sorti, c'est ça, une vidéo lorsque le son a changé, comme on a parlé. Puis on va la mettre en vidéo. Une des chansons de Extreme, très connue. Et leur danse était comme un mélange de bachata, bien sûr, déjà connu, et de salsa. Parce qu'on n'avait pas tellement de combos, comme Renaud a mentionné précédemment. Il n'y avait pas tellement de combos en bachata. Des patterns, de la complicité. C'était très linéaire. C'était très linéaire. Il y avait un tour à droite, un tour à gauche, un pas de basse. Puis là, on va commencer à prendre les mouvements qu'on a en salsa, puis les faire en bachata avec la même rythmique. Donc, on va parler de cuddle, de hammerlock, tous des mouvements qu'on utilisait dans la salsa à ce moment-là.
Donc là, l'ère moderne, ça va être surtout ça, des combinaisons. On va se promener un petit peu plus sur les planchers de danse devant, derrière. On mélange un peu de jeu de pied, mais pas tant que ça, comme le style traditionnel. Donc ça définit vraiment l'ère moderne. Puis après D'accord. ça, il y a eu d'autres types, de danse, qui sont rentrés par là. Je pense que ouais, parce que là, c'est sûr qu'il y a beaucoup de noms différents qui sont apparus. Puis là, on Ouais. essaie aussi de démystifier un tout petit peu tout ce qui est vocabulaire. Donc là, on a mis traditionnel, moderne. Là, on en a d'autres. Est-ce que vous voulez les nommer? Après, c'est vraiment des zones de perspective. La danse, c'est pour moi, je fais vraiment juste une différence entre traditionnel et non traditionnel. Fait que pour moi, la moderne, la sensuelle, la fusion, parce que maintenant, il y a encore de la moderne, il y a encore de la sensuelle, il y a encore de la fusion, il y a encore un mélange de tout. Fait que pour moi, c'est vraiment, tu sais, traditionnel versus non traditionnel. Après ça, les gens qui aiment bien sous-catégoriser, Ouais. puis Parce que la moderne est déjà une fusion, finalement. exactement, Ça, qui a juste continué d'évoluer dans d'autres choses. Parce que, tu sais, on entend, bachata tango, bachata urbaine, tu sais, je pense que c'est beaucoup plus pour faire encore une fois du marketing puis pour différencier. Ben, on les entend tellement qu'il faut les nommer parce que des fois, il y a quelqu'un qui arrive un peu blank, il ne connaît pas grand-chose sur la bachata, il tombe en amour comme une démo social et il dit ah, je veux faire ça, ah, ben c'est de la bachata sociale ou du bachazouk. Et là, il pense que c'est juste ça qui existe. Donc, c'est ça. C'est bon de décortiquer. C'est sûr qu'aujourd'hui, on définit 3 styles majeurs parce que ce sont ceux qui ont percé le plus, ceux qu'on est capable d'identifier le plus, la trad, la moderne et la sensuelle. Mais comme Renaud dit, après la traditionnelle, c'est toute la fusion. Mais là, après ça, on a des chanteurs ou des danseurs qui avaient des backgrounds en hip-hop, qui ont voulu faire un peu de la musique bachata urbaine. Donc la danse a suivi. On a des gens dans le tango qui ont dit: «Mais ça vient du boléro, ça ressemble, il y a des ressemblances, la rumba et tout, on va faire un bachatango». Autant dans la musique que dans la danse. Par la suite, il y en a eu tellement. Même le zouk chata, c'était à l'époque aussi une influence qui a essayé d'entrer. À ce moment-là, ça n'avait pas tant marché. C'était une des multiples fusions. En plus, le nom était inversé, C'est ça. c'est vrai, Attends. pendant que tu le dis. Et la sensuelle était aussi un style qui était pas. Il n'y avait pas de zouk à ce moment-là dans la sensuelle. C'était plutôt un rapprochement, des isolations corporelles. Sur la musique, c'était très musical et il y avait les premières waves, les body waves, mais c'était pas encore il y avait pas l'influence zouk comme on la Comme on connaît l'entend aujourd'hui, maintenant. c'est ça. Donc c'est une panoplie de fusion. Puis maintenant qu'on a quand même démystifié un petit peu les styles, il y a une question qu'on a eu souvent dans la discussion, c'est pourquoi, selon vous, la bachata est perçue comme plus accessible que, par exemple, la salsa ou une autre danse? Parce que ça a vraiment boosté en popularité ces dernières années. Là, on parle de 2025-2026, là, on voit beaucoup, beaucoup plus d'écoles qui enseignent la bachata. Moi, j'ai un peu vu aussi le même parallèle avec la kizomba qui a aussi beaucoup Effectivement. explosé en parallèle. À mon avis, puis tu sais, je pense que c'est multifactoriel, mais la musique est généralement plus lente, ce qui fait que c'est plus, je trouve, facile pour les guides de progresser rapidement. Il y a quand même un côté, surtout au début, qui est plus linéaire, où la partenaire fait principalement reste devant le partenaire. Alors qu'en salsa, c'est souvent on fait face à un endroit, on fait un crossbody, on s'amasse de l'autre endroit, et qu'il y a une dynamique beaucoup plus circulaire, beaucoup plus d'orientation dans l'espace et de rapidité qu'on n'a pas nécessairement, surtout en début, en bachata. Fait que je pense que ça permet plus d'accessibilité pour les guides, d'apprendre plus vite, de se sentir ça plus à l'aise, rapide, d'avoir plus de plaisir rapidement. Parce que je me rappelle en salsa, c'est quand même long quand tu commences juste d'être bon et d'avoir du plaisir, parce que ça te prend plus que 3 figures pour être capable de faire une chanson. Alors qu'en bachata, avec juste quelques bases, tu te ramasses à danser un peu le style originel de quand on a commencé à danser la bachata, qui était très, très simple. Donc, c'est plus simple pour eux d'aller au social puis de se pratiquer. Exactement, d'apprendre, puis de déjà être fonctionnel au moins pour être capable d'avoir du plaisir. Fait que je pense que ça, c'est un des éléments. Puis la musique qui a beaucoup évolué, qui est rendue très moderne, qui est rendue très, je pense, appealing chez les jeunes. Accessible. Versus une musique plus... La salsa, un peu Balboni, fait un peu comme un album récemment où il y a des chansons qui font plus rechercher la jeunesse. Mais c'est une exception, je trouve. Alors que dans la bachata, justement, On reste proche des classiques. avec Aventura, avec d'autres groupes, c'est un son beaucoup C'est plus moderne, ça. puis je pense que ça attire plus. C'est ça, j'ai remarqué que en fait, la musique a comme moins évolué dans la salsa. On reste beaucoup plus dans la salsa dura, puis dans la salsa vieja, puis dans la bachata, c'est comme continuellement renouvelé. Ouais. Est-ce que ça aussi, ça peut être un... Je pense que oui et je vais ajouter à ça que je trouve qu'avec l'ère de la technologie, on a beaucoup perdu le contact humain et selon moi, les gens recherchent énormément ce contact. Et la danse latine, mais surtout la bachata, il y a un très grand rapprochement physiquement.
avec le partenaire. Donc, je trouve qu'au niveau des sociaux, ça a vraiment fait un boom parce que c'est une bonne façon de rencontrer des gens. Il y a beaucoup de respect, donc les gens n'ont pas trop à se soucier nécessairement à ce niveau-là. Et ça crée un rapprochement humain que les gens, je pense, vraiment ont soif. Tu sais, on a tellement perdu ça. La bachata permet ça, c'est un petit peu plus spirituel, si je peux dire. C'est très dans l'émotion, dans le feeling, dans l'information, on a le temps, en fait, de recevoir l'information du guide, redonner l'information. C'est comme une conversation un petit peu plus lente que la salsa, effectivement. Comme Renaud disait, on n'a pas nécessairement le temps en salsa. C'est plus rythmé, c'est plus structuré. Et comme la bachata est en évolution récente, je pense qu'évidemment, il n'y a pas autant de règles encore que la salsa. C'est pas aussi technique que la salsa encore. Mais là, avec la sensuelle, je pense que c'est en train de changer Oui, aussi. effectivement. À cause de l'aspect zul, ça devient encore plus technique dans un sens. Maintenant, oui. D'où l'importance d'aller se train Tellement. dans les écoles parce que sinon, il peut y avoir beaucoup d'accidents, Beaucoup de guys. On dit ça à chaque blessures. épisode. Oh là là. Oui, c'est ça. Fait qu'on encourage beaucoup les gens qui sont attirés par la danse, la bachata, d'aller voir les écoles ou même les gens individuels qui donnent des cours justement pour avoir une meilleure base, une meilleure technique et pouvoir en profiter, hein, tout Tout en à étant fait. social. Mais on parle beaucoup de danse puis de bachata, mais là, on va se concentrer sur Montréal. Montréal est environ. Environ. À chaque fois qu'on dit Montréal, ben, c'est ça, on veut les inclure. Donc, même à Québec, La communauté, francophonie. on est une belle communauté, je trouve, ici, dans les environs. Donc, c'est sûr qu'on a comme grandi ensemble, puis on a pas mal le même écosystème, peu importe où est-ce qu'on est. Donc, c'est ça là, qu'on veut aborder maintenant. Donc, encore une fois, décortiquer, démystifier comment fonctionne notre écosystème. On l'a vu un peu en salsa avec Étienne. C'est sûrement similaire, mais on va quand même le résumer ensemble. Donc, parmi l'écosystème, nous, c'est sûr qu'on va mettre les écoles de danse. Les écoles de danse, je ne sais pas si vous voulez en nommer quelques-unes, surtout celles qui Qui ont amené la danse, la bachata, en fait, à Montréal. C'est sûr que sans nous vanter, je pense que, ben, c'est sûr que même autant Renaud et moi, dans vraiment les mêmes temps, on a poussé ça énormément. Puis par la suite, écoute, il y a vraiment eu beaucoup de monde par la suite, de plus en plus dans les temps récents. Ben, parlons-en des débuts, on peut aller là-dedans. On parlait que il y a eu un petit arrivée de bachata dans les années 2000, en 2010. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de comment ça a démarré à vos yeux? Est-ce que c'était beaucoup plus comme la traditionnelle qui a commencé? Comme je sais qu'il y a Pipo qui donnait des cours. Est-ce que c'est plus la moderne? C'est plus la moderne qui a commencé à Montréal. Ouais, versus Toronto puis New York qui ont toujours été un peu plus traditionnels, encore Exact. aujourd'hui. Ouais. Ben, je vais parler pour moi, Renaud va parler pour Oui, lui. c'est notre perception C'est ça, individuelle. parce qu'on se connaissait pas tant, on se parlait pas tant à ce moment-là parce qu'on faisait chacun vraiment notre aventure bachata. C'est sûr que, bon, moi, en 2006-2008, j'enseignais pour Saint-Tropez, je voulais pousser un peu plus la bachata. J'étais en exploration, je suis partie ailleurs. À ce moment-là, il y avait Chilital. Chilital était aussi très salsa. Donc, je suis partie aussi pour pousser finalement indépendamment la bachata. À ce moment-là, je crois qu'on est dans les 2010-2011. Avec DJ Will, on avait des soirées au Cactus qui n'existaient plus. C'était des soirées salsa, mais le pré-atelier de soirée, pré-soirée atelier, on avait dit on allait faire bachata. C'était la première fois qu'on se disait seulement bachata à l'atelier. Il n'y en avait pas vraiment ici à ce moment-là. Et justement, ça fait partie de l'écosystème, Ouais, hein, les ateliers. parce que les ateliers pré-soirée à Montréal, c'était que salsa. Donc, il y avait le Warehouse, le Salon Illusion, le Déliement. Bon, vous avez déjà parlé de tout ça précédemment, mais bachata, il n'y en avait pas. Donc, on a lancé les soirées comme ça et on avait 4 étudiants, 5 étudiants maximum. Et les gens nous demandaient, mais pourquoi vous faites des cours de bachata, 1 heure de bachata? Parce que ça se faisait pas dans ce temps-là. C'était comme 50 minutes de salsa pour peut-être 10 minutes de bachata. Donc là, on faisait 1 heure de bachata moderne. C'était vraiment les tout débuts de la bachata moderne. Et puis, je suis vraiment désolée si vous regardez nos anciennes vidéos sont sur YouTube. Je suis vraiment désolée. C'était On va vraiment peut-être en mettre quelques-unes. la bachata de l'époque. C'était pas wow, mais c'était ce qu'on avait. L'époque, c'était wow. Pour l'époque, Il fallait pas ça pour après faire le Non, chemin. mais il faut le dire, c'est qu'il n'y avait pas de YouTube dans ce temps-là, guys. Fait qu'on pouvait pas s'inspirer d'un danseur. Fallait voyager. Fallait absolument voyager. fallait voyager. Train ailleurs. Mais il y avait peut-être YouTube, mais il n'y avait pas encore vraiment de matériel. YouTube, c'est 2007. C'est ça. Ah oui, il y dit? avait C'est YouTube. ça. C'était les 2007, débuts, mais on début. n'utilisait pas encore Ouais, vraiment. c'est ça. Exact. On allait aux États-Unis apprendre les moves de moderne. On revenait.
Puis on essayait d'enseigner ça de la meilleure façon qu'on pouvait, puisqu'on n'avait pas de référence ici. On ne pouvait pas s'entraîner ici non plus. Puis les sociales, justement, est-ce que DJ Will jouait de la bachata? Écoute, c'est trop drôle parce que DJ Will jouait la bachata et DJ Will, tu aimais la bachata avant. Je crois qu'il aime encore. Mais même au niveau, tu sais, maintenant, on a DJ Nonez qui est connu en bachata, mais Nonez, c'était un DJ de salsa. Et maintenant, il fait la bachata. Donc, l'évolution, elle est quand même spéciale. Mais oui, c'est ça. Et puis, à ce moment-là, je crois que on est dans les années 2011. Il y avait, c'est ça, Renaud va parler après de ces teams. Mais de notre côté, j'avais lancé Team de Lady Styling Bachata. La raison est qu'il y avait tellement de personnes qui s'intéressaient à la bachata à ce moment-là. J'avais juste quelques filles qui voulaient vraiment l'apprendre, qui étaient curieuses. Puis on avait peut-être un garçon. Personne Le voulait. petit chanceux. Personne voulait. Et j'avais vu qu'aux États-Unis, ça se faisait de la bachata solo, mais c'était très nouveau. Et on a lancé la team Sweet Pink. Et Oui, je me c'est souviens. ça, oui, on Je avait me rappelle du Warehouse. Ben, comme ça, Warehouse. folie. C'est ça, C'est ça. ça, Fait c'est que ça, je me rappelle. Puis on a fait la première présentation, puis on s'est fait détruire. On va la mettre dans l'écran, mais pourquoi? Parce que les gens étaient pas d'accord que la bachata se dansait solo. Ils disaient c'est pas une danse de lady styling, c'est pas une danse solo. Ce que vous faites, ça n'a aucun rapport. Mais pourtant, la salsa, ça se faisait. C'était accepté en salsa, mais c'était tellement non vu en bachata que ici c'était comme un peu la fermeture était là à ce moment-là. Et donc, je crois qu'on a fait 1 ou 2 shows, puis on a dit OK. Mais là, c'est intéressant parce que tu as nommé encore une fois des éléments de l'écosystème. On a parlé des ateliers où est-ce que tu avais comme 4 personnes peut-être. C'est difficile. Atelier Au début. social, c'est des éléments de l'écosystème qui demandent beaucoup de gens pour que ça fonctionne. Veux pas parce que c'est ça. Il faut remplir ton salon de cours, il faut remplir ton studio de danse. Par contre, l'autre élément que tu as touché, c'est les performances. Performances, tu n'as qu'à chercher quelques personnes, des individus qu'on recrute ici et là, et que tu peux arriver à faire quelque chose qui va promouvoir finalement cette danse-là. Puis je pense, toi, ça serait plus de ce côté-là que ton aventure avec la bachata a commencé. Ouais, ben en fait, moi, je venais de finir un petit peu un parcours. J'avais fait comme différents tours. J'avais fait Chilitage, après ça, j'avais comme au Mango, j'avais été à Septimembre brièvement. Puis là, j'étais à la recherche d'un nouveau projet. À l'époque, c'était quand même. Il y avait un gros clash entre les pros et les amateurs. Il n'y avait pas vraiment de bridge. C'était comme très difficile de progresser, de monter. Puis il n'y avait toujours pas de projet bachata non plus. Puis là, je me rappelle justement, c'est l'époque où Ataka Mana, il commençait à passer sur YouTube. Alma Latina aussi, qui avait commencé à faire des chorés d'équipes de bachata. Puis on Oui. était comme, oh my God, ça a vraiment l'air Là, le c'était fun. plus des couples, là. On voyait C'est plus ça. des Des effets équipes. d'équipe, puis ouais, il y a plusieurs couples. Puis je me rappelle à l'époque, justement, j'étais à la recherche d'un nouveau projet. Puis là, finalement, en discutant avec des amis, des collègues de l'époque, là, il y a Michael Mixner, Jonathan Tremblay, Steve Alvarez, Lilia, Kayan, Mariko et Mélanie. On va mettre la photo, là, parce que de Bissuave. ouais. Fait qu'on a décidé de faire c'est un genre de projet pro-am. Puis on avait décidé de faire justement une choré bachata à 4 couples qu'on a fait en avril 2010, je pense. Au Warehouse. Au Warehouse. Mais moi, je me rappelle lorsque vous avez performé à Saint-Tropez. Ça, Parce je pense que... que c'était juste pas Bililia. On a fait un Ah oui, couple, c'est là. vrai, juste ça, puis C'est les ça. gars, Mélange. Parce que pour faire les soirs courts de Bissuave, on a fait comme 2-3 shows. Puis après ça, il y a eu des conflits internes qui ont fait que l'équipe s'est dissoute malheureusement. Fait que le projet s'est un peu arrêté là. Puis après ça, c'est pas avant 2013 que j'ai refait une nouvelle équipe avec vous, Alma Latina Montréal. Qui est une franchise qu'on va aussi parler. Bissuave, je trouve que, tu sais, la chanson que vous avez pris, les moves, tu sais, c'était C'était très... très dans le moderne. Là, vous avez pris une chanson d'Aventura. Oui. Susan Ventura, Déjà. c'est El Perdedor. Uh-huh. Puis on avait chacun. C'est pas la Tormenta? La Tormenta. Ah, c'est ça. Tu vois, La tu- Tormenta. Meilleure mémoire que moi. Puis justement, chaque personne avait un peu contribué à faire une section de la chorégraphie. Fait que c'était un peu genre de mash-up de nos différentes. Ouais. C'est ça, parce qu'on voyait plusieurs styles, tu Exact. sais, dans le ballroom et tout ça. Mais On voyait intéressant. des influences. Oui. Ouais. Cool. Fait que ça, c'était la première team de bachata. On a eu la bachata Ladies Team. C'était la même De année, Montréal. je me souviens vraiment bien. Ça se voyait en fait qu'il y avait quelque chose qui se passait comme dans l'air, que OK, les gens veulent commencer à faire de la bachata, mais vous êtes un peu obstiné à comme make it happen, alors Ouais. que d'autres personnes voulaient sûrement, mais ne savaient pas trop par où Il y avait de la aller. résistance à ce moment, je me souviens que c'était comme très conservateur, salsa. Ouais.
C'est vrai, mais par la suite, on a vu d'autres, comme dont Saint-Tropez, je me rappelle très bien, la team professionnelle a fait une bachata reggaeton, exact. Donc là, ça commençait, là, ah, une autre choré, c'est ça. On Et voulait là, tellement l'apprendre, cette choré-là. c'est vrai parce qu'on enseignait à Saint-Tropez. Mais après ça, puis ça fait partie d'une autre partie de l'écosystème. Les franchises sont arrivées, là. Aux États-Unis, c'était Daniel et Désiré, Ataka et l'Alemana avec leur Island école Touch. Island Touch. Et bien sûr, moi, Alma Latina a fait qui fait encore une grosse partie de notre vie. Fait que vas-y, Renaud, je te laisse Oui, ben en fait, moi, j'avais, 2013. c'est ça, un petit peu avant, en 2002, j'avais commencé mon premier duo pro avec Tania de Toronto, où on faisait, salsa et bachata, on faisait les deux. Puis bon, là, on est rendu en 2013, j'affectionne toujours beaucoup le travail d'Alma Latina puis de Sergio Pigabi à l'époque, qui dirigeait Alma Latina. Puis on s'amorce au congrès de Vegas à aller performer, là, avec Tania. Et ça donne que Sergio et Gabi de Almatin sont à Vegas à ce congrès-là. Je suis comme, on pourrait prendre des privés avec eux parce que j'aimerais vraiment qu'ils nous aident à travailler sur notre choré. Fait qu'ils acceptent, on prend des privés avec eux durant le week-end. Puis là, durant le week-end, ils me disent, By the way, guys, on aime vraiment votre travail, donc on voulait vous dire qu'on part une franchise. Puis je pense qu'à ce moment-là, c'était la première franchise. Je pense que c'était Je avant pense que c'est la Touch. deuxième. Island Touch, il me semble qu'ils Island- étaient déjà là. Je pense que c'est en Ouais. même temps. Ou en même temps. C'est C'est ça, ça. ils sont vraiment Fait que proches. Fait que ça commençait, fait que ils me disaient, on aimerait ça faire une franchise de Alma Latina, fait que dans le fond, vous feriez des chorés de nos troupes, mais vous pourriez le faire à Montréal, Tania à Toronto. Puis moi, j'étais tout de suite excité parce que j'adorais leur travail, j'adorais leurs œuvres. Fait que là, je suis comme, oh my God, let's make it happen. Fait que le congrès a été, puis je pense que dès septembre, on commençait la première choré de la à Montréal. Puis là, justement, j'avais un peu spread the word, j'avais recruté quelques personnes, on était avec 4 ou 5 couples, je Ouais. pense. Mais ce qui est intéressant des franchises, c'est que c'était une choré que le couple ou la team performait, puis ils vendaient à différentes villes. Donc, ce qui est intéressant, c'est que tu pouvais te retrouver comme nous, on se retrouvait avec Toronto, puis on avait la même chorégraphie, puis on performait On va à faire des fois certaines des shows places. conjoints avec eux. Exact. Puis toi aussi, tu as participé à plus qu'une franchise, si on Oui, me trompe. effectivement. Ben, en fait, j'ai ouvert la Tin Shop Studio. C'était ma propre école, je crois, en 2013, quelque chose comme ça. Et c'était seulement bachata. Et puis, l'arrivée des franchises était en même temps. Il y avait, bien sûr, Island Touch. Il y avait Alma, déjà. Je crois que c'était pas mal dans le même À Montréal, timeline. ouais. Ouais, à Montréal et partout, en Même fait, dans le monde, je US, pense qu'il y ouais, avait juste 2 franchises. c'est ça. Et ça a fait tellement un boom. Et à ce moment-là, nous, on était contre ça. On était la résistance, justement, parce qu'on voulait vraiment mettre l'emphase sur la propre création artistique. On voulait vraiment créer nos propres trucs. On poussait, mais la popularité des franchises a grandi. Et si on voulait comme survivre à ce moment-là, en plus que École Bachata, c'était comme très rare. Et en plus que c'était pas une franchise, donc on s'est dit, autour de 2014-2015, on s'est dit: «OK, côté business, si on veut survivre, il faut prendre une décision». Et puis, il y avait la popularité massive de Daniel et Désiré, qui étaient considérées, les premières formes de bachata sensuelle. Donc on a acheté la franchise et oui, c'est ça, on l'a faite pendant plusieurs années. Même pour nous, ça nous a permis d'apprendre beaucoup sur les nouvelles tendances parce que là, on avait passé de bachata moderne à sensuelle, donc on se déplaçait jusqu'en Espagne parce que c'était surtout en Espagne, déjà à ce moment-là, la sensuelle. Donc ouais, c'est ça, on s'était lancé dans Daniel et Désiré. Puis quelques années plus tard, on a pris aussi la franchise de Andrea et Sylvia, qui était super, super, super. Mais déjà vers, ce temps-là, on a connu un petit downfall des franchises. Ça a comme été, Ça commençait à diminuer en montagne russe. popularité. Et il faut le dire, comme les franchises, en tout cas, je parle pour nous, là, c'était facile Si ça marchait bien. du côté marketing, Ouais. disons, parce qu'on avait déjà une vidéo qu'on pouvait mettre dans les Voici le réseaux. projet, Voici le projet. Ouais, c'est la C'est Corée. ça. voici C'est les ça, facile à costumes, vendre. ça c'est Ouais, le projet comme final. Exact. Alors que l'approche rationnelle, c'était, on fait une choré, tu sais pas ça ressemble à quoi encore, tu sais pas les costumes, joins, et puis find Puis on out. verra après. C'était des gros noms. Dans le fond, on surfait un peu sur la popularité des artistes qu'on choisissait Mhm. parce que c'était ça. C'était un très bon point parce que les gens, ils pouvaient aller avec le style qu'ils préféraient. Donc là, oui, il y avait Alma, oui, il y avait Daniel et Désiré, il y avait Alan Touch aussi qui était établi à Montréal, si je me trompe pas, Avec c'est Christian. Avec Christian, Il y avait La Fuerza qui était un petit peu plus qui est arrivé à traditionnel. Donc
Si je me trompe pas, je pense que c'est les seules franchises avec Andrea et Sylvia qui ont Oui. existé à Montréal pour la bachata. Les gens, en fait, allaient avec leurs idoles, en fait. Puis ça a vraiment fait cette Puis aussi les séparation. congrès, hein, parce qu'on performait dans certains congrès, comme on sait que Alma Latina allait plus au Mexique, aux États-Unis. Fait C'est ça. on savait que si eux, ils étaient là, ben on allait être capable de performer genre à DC ou à Tijuana, tu sais, dans des villes Reno. Reno. Fait que, tu sais, avec Daniel Désiré aussi, vous aviez certains congrès où est-ce que, tu sais, vous avez la Absolument, aux chance. États-Unis, on avait des online cup aussi, des compétitions entre toutes les franchises de Daniel et Désiré. C'est cool, ça. Puis pour nous aussi, je pense que c'était intéressant parce que ça nous permettait d'apprendre en même temps. Moi, personnellement, j'aime créer, mais j'aime encore plus interpréter une très belle pièce déjà écrite que je peux juste m'approprier. Puis j'ai autant de plaisir à voir plus. Parce que pour moi, le processus créationnel est plus un processus que je trouve painful et très C'est time-consuming. challengeant, C'est mais oui, challengeant. oui, c'est Alors que confrontant aussi. d'apprendre une belle pièce puis de la performer, pour moi, c'est Ouais. un privilège aussi. Fait que Il faut pas oublier aussi le training que, tu sais, plusieurs personnes pensaient qu'on faisait juste copier-coller une chorégraphie, mais derrière ça, il y avait énormément de travail. On allait à Tijuana s'entraîner l'été. Puis je sais qu'il y en a d'autres qui s'entraînaient online. Tu sais, c'était les débuts de l'entraînement ou même s'en allait en Europe s'entraîner là-bas. Fait que c'était une belle période. La popularité a diminué. Puis ça, c'est sûr, c'est plus difficile à maintenir, je pense, les franchises comme une business normale. Là. Ils commencent ça, puis après ça, la maintenir, ça peut être plus compliqué. Donc là, la communauté est revenue plus vers le traditionnel qui est les écoles La locales, création la originale. création. Je pense aussi que il y avait beaucoup de controverses quand on allait en compétition, admettons, en équipe. Puis dans la même catégorie, il y avait des franchises et des chorégraphies originales. Et ça créait un peu la zizanie parce que les gens disaient, oui, mais tu sais, nous, on a créé les chorés nous-mêmes. C'est sûr que c'est pas aussi bon que les chorés internationales. C'est sûr que les chorés internationales ont plus de chances de gagner parce qu'il y a plein de monde qui travaille là-dessus. Il y avait une énorme controverse. On l'a vécu. Moi, je l'ai vécu des deux côtés, autant quand je créais mes propres chorés, que je trouvais ça injuste qu'il y avait des franchises. Et quand je faisais les franchises, je me disais, mais c'est pas juste pour les autres. Ouais. Fait que je pense que ça l'a, ouais. même pour les autres, à la limite aussi, tu sais, même moi en tant que chorégraphe, ça arrive souvent que je vais engager d'autres chorégraphes pour m'aider avec des C'est encore sections, pour populaire. ajouter des choses. Fait que même des gens qui ont des projets originaux, parfois ça vient aussi de. Il y a d'autres gens qui ont participé Mhm. au projet, mais Ah, on ne le sait pas 100%. toujours. On n'a pas toujours le crédit. Mais tu sais, là, vous avez parlé de compétition puis de show, les sociales. Hein, parce qu'on ne peut pas passer à côté des sociales, là, parce que les sociales de bachata, on a nommé tantôt que c'est quoi, une chanson Ah ouais, Par c'était... soirée. par Alors, soir. quand j'ai commencé à danser, ouais, c'était peut-être un cha-cha, une salsa, un merengue dans la soirée. Comment ça s'est rendu à maintenant où est-ce C'est que quoi les la bachata évolutions kick out, la salsa de la grande salle kick de gusto? Baila con gusto. Il y a une évolution quand même. Moi, j'ai pas tant recollection de ça, fait que vous pourrez peut-être m'aider là-dessus. Je sais que Bachata Night, je pense, a commencé un des premiers socials de bachata. Purement bachata. Purement bachata. Puis maintenant, c'est rendu mix, mais à l'époque, c'est purement Je pense bachata. que c'était juste bachata. C'est possible. Et si Christian peut nous corriger, là. Fait que j'imagine autour de 2013, Non, c'est autour de 2015. 2015. Ben, OK. Fait que de base, ça doit être en même temps que Gusto et sa salle bachata, je présume. Donc, OK. Ouais, parce que Gusto, on a dit que c'était 2000. sur Gusto, le premier Gusto était le 26 décembre 2013. J'ai vérifié tout à l'heure. Puis pas longtemps après, je pense, en 2014, quelque part, je donnais des fois les cours à Gusto de salsa à l'époque. Puis à un moment donné, j'ai remarqué qu'il y avait une petite salle qui est maintenant la salle Kizomba. Puis j'ai dit à Dominique, hey, ça te dérangerait-tu de juste ouvrir la salle pendant la soirée salsa les jeudis, puis de juste me laisser la salle, je vais brancher mon iPod. Puis je vais juste mettre ma playlist de bachata, puis Jerry No aimé. Puis comme ça, si les gens qui veulent lancer la bachata, on a une petite salle, ils peuvent juste y aller, on the side. Puis t'es comme, ah, pourquoi pas. Fait que c'est un peu comme ça que c'est mis. Puis en parallèle, avec ça, nous, on avait un studio sur Saint-Michel et comme, évidemment, c'était le début des sociaux bachata, plus ou moins, on s'était dit, on avait beaucoup d'espace. Puis dans les mêmes temps, on s'est dit, ah, on va utiliser cet espace-là pour faire des soirées seulement bachata. Fait qu'on avait lancé, je pense, la première édition, on a eu 500 personnes. Oh, C'était OK. énorme et on s'attendait pas du tout à ça, surtout que c'était quand même les débuts des bachata sociaux. Fait qu'on pensait pas avoir autant de monde parce que c'était pas encore aussi populaire. C'était tellement d'organisation qu'on s'est dit, OK,
on va laisser ça aux promoteurs. Ouais. Mais au moins, ils avaient vu que c'était une demande. Je pense que oui, Mmh. effectivement. Oui, parce que là, c'est passé d'1 bachata par soirée à peut-être, à ce qu'on connaît un peu plus à 3 salsa, 2 bachata, 1 zouk Parce qu'il y a une ou salle qui a été kizomba. dédiée C'est aussi. ça. Oui, Mais mettons, à Bachata Night, c'est rendu ça. Mais mettons, à ouais, Gusto, ben, ils ont des salles dédiées. Fait que exact. la bachata a tranquillement évolué. À un moment donné, il y a eu assez de monde qui ont décidé d'engager un DJ. Mhm. Ils ont grossi la salle. Puis ça, c'est... Puis justement, les DJ, ça fait aussi partie de l'écosystème. Puis je trouve que maintenant, ils voient beaucoup plus le vibe de la salle. Fait qu'au lieu de garder le 3-2-1, ils peuvent mettre des fois 4 bachata, 2 salsa. Tu sais, puis ils vont jouer là-dessus. Donc, c'est quand même une belle évolution par rapport aux sociaux. Tout à fait. Puis même moi, personnellement, je préfère les... j'aime pas tant les salles séparées, en fait, parce que ça fait que souvent, je vais juste rester dans la salle bachata. Puis... Là, tu parles entre comme Renaud le danseur ou Renaud le DJ? Renaud le danseur, Renaud le DJ adore une salle juste bachata parce que OK. je... Mais en fait, non, parce que j'aime aussi mixer salsa puis un peu de kiz à l'occasion. Oh! Mais comme DJ, c'est plus challengeant de faire une salle mix, ça, c'est sûr. Mais En tant que en tant que danseur. danseur, j'aime aussi la salle mix parce que ça me donne l'opportunité de faire de la kiz, de faire du zouk, de faire de la salsa. Puis tous les mêmes danseurs sont là. Fait que souvent, exemple, je suis dans la salle bachata, puis là, j'aimerais ça danser une salsa, puis là, j'aimerais ça salsa, puis pas nécessairement de partenaires en particulier avec qui j'aimerais danser sont dans l'autre salle. Alors, avoir une salle, ça permet à tout le monde, je pense, Ça rassemble les gens. ça rassemble les gens, ça permet de partager, puis d'exposer les gens aux autres danses, parce que des fois, ils vont juste être comme, OK, je fais juste la bachata, mais là, ils n'ont pas le choix de voir s'ils ne dansent pas, que d'autres styles. Ça les inspire, ça peut les... Et ouvrir des j'aime portes. j'aime le point de Renaud parce que c'est vrai que ça unit la communauté énormément. Moi, personnellement, je suis un peu à l'inverse, mais pas à l'extrême, mais je suis à l'inverse dans le sens que, pour moi, ça a tellement tout le temps été bachata que je cherchais que des sociaux bachata. Puis quand il y en avait pas, j'allais aux États-Unis parce que là-bas, c'était déjà séparé. Puis je revenais ici, ça me fâchait. J'étais comme: «Oh, pourquoi on peut pas juste avoir une soirée bachata?» Fait que quand ça a commencé, pour moi, c'était comme: «Ah, enfin!» Je restais juste dans ma bulle, dans ma salle bachata. Sauf que ce que j'ai réalisé que ça a créé avec le temps, effectivement, comme Renaud a nommé, ça crée, en fait, ça enlève de la polyvalence des danseurs. Puis là, ils vont commencer à faire une bulle. Ben, je ne danse que de la bachata, alors qu'à notre époque, fallait tout danser. On n'avait pas le choix et on était polyvalents, puis parce que nos sociaux étaient faits comme ça de toute façon, c'était mélangé. Puis c'était peut-être de dire comment moi je le danse pas. Fait que là, si quelqu'un t'invite, t'es comme ah, je danse pas celle-là, ou d'aller toujours au bar parce que c'est un cha-cha. Et puis, ça peut être aussi même dans la bachata, tu sais, la traditionnelle. On a déjà vu des gens dire: «Comment non, je danse pas la traditionnelle parce qu'ils font plus la sensuelle». Et ça, pour moi, c'est pas correct. Parce que si tu danses quelque chose, tu devrais apprendre toutes les fusions. Parce que surtout de l'origine, de où ça vient. Comment est-ce que tu peux danser une fusion si tu n'as aucune idée de la De la base. structure et de la base? Donc, pour moi, il faudrait que tout le monde revienne aux origines et construise une brique par une brique jusqu'aux fusions. Mais c'est sûr que c'est une opinion personnelle. Je sais que d'autres personnes ont d'autres opinions, là. Mais souvent, les gens qu'on reçoit partagent une opinion similaire, que ce soit la bachata ou même la salsa, quand on parle de salsa cubaine ou autre. C'est sûr que au moins connaître les bases et au moins ne pas être fermé à l'essayer, sachant que c'est comme une forme de respect aussi. Là. Je pense à tout ce qui a traversé avant de se rendre à ce style-là particulier que tu es tombé en amour. Et dans le social, ben, il va y avoir des chansons traditionnelles. Il va y avoir des chansons sensuelles, des remixes. Il faut s'adapter. Puis là, j'aimerais ça qu'on nomme quelques DJ qui ont vraiment marqué l'histoire de la bachata à Montréal. Est-ce qu'il y en a qui passent, oui? Vient en tête. Ben, je pense à DJ Nanette, je pense qu'il est là depuis longtemps, puis il est encore là aujourd'hui. Au niveau bachata, DJ Drake, plus dans les temps récents. DJ Coco, qui est là depuis longtemps DJ Coco aussi. aussi. Moi, ce que j'aime, c'est que les DJ, maintenant, c'est ça, ils augmentent leur polyvalence aussi. Cool. Là, j'aimerais ça que, tu sais, on discute un petit peu des festivals/congrès. Il y en a pas eu beaucoup au début des années 2010 dédiés
à la Ou bachata. majoritairement bachata. Exact, parce qu'on avait bien sûr le Montreal Salsa Convention qui est là depuis déjà plus de 20 ans. On voyait quelques petits shows par-ci par-là en bachata. Ça se greffait à la salsa. Exact. Mais là, en 2012, 12, 13, 16. hein? Ben, il y a Toronto ou Montréal Il qui y ont avait commencé à faire Toronto des qui avait festivals. Ça a commencé très les congrès. populaire, oui, congrès. Toronto, c'est le Congress. En même temps, il y a eu le Montreal Bachata Zouk. Montreal Bachata Zouk Zouk Festival Festival, ouais. en Passé à 2013. Saint-Tropez, West Island. Mhm. Yes. Ouais, On ça s'en fait- rappelle, on s'en rappelle. Et c'était la première fois aussi qu'on amenait des artistes internationaux ou comme, tu sais, des artistes des États-Unis aussi à Montréal, puis donner des workshops, puis des bootcamps, puis aussi des trainings pour certains profs. Et c'est là qu'on a commencé à avoir beaucoup plus de monde qui a participé dans des congrès. Est-ce qu'il y en a un en particulier qui vous vient en esprit? Des artistes internationaux qui ont influencé, par exemple, la communauté. On en a nommé quelques-uns avec les franchises, évidemment, mais est-ce qu'il y en a d'autres qui vous viennent en tête qui ont, comme ça se voit, qui ont laissé leur marque? Ouais. Ben, pour moi, je me rappelle que Christian avait fait des weekenders One Love. Oh C'est my vrai. God, oui, je me Ouais. rappelle. Puis il emmenait des artistes d'Espagne, Oui, Mariangela, Carlos, Espinoza. Ouais. Je pense que cette visibilité-là, personnellement, pour moi, elle avait un peu plus d'impact parce que c'était vraiment le style de bachata moderne et sensuel, hein. Il donnait des ateliers, des bootcamps tout le week-end. C'était Ouais. génial, oui, oui. Ben, je me souviens que ça avait aussi amené One Love, justement, DJ Trunky, qui était comme incroyablement grand. Ce qui était drôle, les DJ aussi perçaient, venaient un peu trending dans le monde plus de bachata que salsa, évidemment. Ouais. Comme- Parce qu'il faisait beaucoup de music producing, en parce que fait. c'était du producing, C'était pas juste exactement. du DJ, mais il faisait aussi de la production musicale. Ces chansons étaient quand même virales. Ouais. Puis Asakala Alemana, qui est venu ici, qui a donné des trainings ici à Montréal, dans les Désirés. Oh my God, c'était comme la folie, là. Ouais, il y On avait les avait gros fan invités un club. lundi. On avait tellement peur d'avoir personne. Les gens attendaient qu'ils visitent Montréal. C'était quand même des artistes. C'était des célébrités. Là. Mais c'était la première fois qu'on voyait, tu sais, la file. Oui. Hein? La file pour danser avec un artiste. Tu sais, Ouais, avant, c'est vrai. on- Ben, on en a vu un peu en salsa, Oui. back in the days, mais c'est vrai qu'en bachata, c'est peut-être dans les premières fois qu'on voit comme. Mhm. Ils peuvent pas danser la danse au complet, ils doivent comme changer Ouais. de fille à chaque Ouais. 3-8 heures. En 2015, nous, on a ramené... Comme un birthday dance. Comme un peu. C'est ta fête tous les soirs. Ça veut dire qu'ils sont populaires. C'est ça que ça veut dire. Puis c'est ça, en 2015, nous, on a ramené Gabi et Sergio de Alma Latina. On a performé à Montreal Salsa Convention. Donc, ça aussi, ça a ramené d'autres personnes à avoir un style différent, plus mexicain. Mais au-delà du style comme des pays, ça nous avait aussi fait remarquer à l'époque, et je crois que ça l'est encore, puis j'ai le goût d'entendre votre opinion là-dessus, mais je trouvais aussi que la communauté plus sociale versus la communauté plus performance, il y avait quand même une différence aussi dans les artistes qu'on admirait. Donc, par exemple, c'est ça, il y avait des artistes qui étaient plus dans le social, la connexion, les patterns versus allemands sont très, très compétition, exactement. Je pense que ce qui caractérise Alma et d'autres artistes similaires, ou ce qui fait la différence plus entre la partie plus compétition performance et plus social dance, ce qui va être définir, ça va être beaucoup plus d'acrobatie, beaucoup plus d'effets de groupe, beaucoup plus justement, je trouve, d'éléments inspirés de la salsa, de tours multiples, qui vont requérir justement une technique de base très, très forte sur l'ensemble de la flexibilité pour justement pouvoir entertain, pouvoir donner cet effet wow-là, que les exercices qui vont plus viser une social dance, ça va plus être dans la connexion, dans le ressenti. Maintenant, il y a un mélange des deux, là, beaucoup dans les démos de ce qu'on voit aujourd'hui. Il y a beaucoup de performances dans les démos puis dans ce qui va être viral sur les médias C'est sociaux. ça. Donc, il y a un moment réservé à la fin du workshop pour faire un petit show/démo. De ce qui est démontré et plus. Puis Exact. là, ça peut tomber un peu dans le mélange d'un spectacle, de performance, performance, Mais sans versus, costume. mais sans costume, effectivement. Fait que là, souvent, les gens vont penser, je peux passer sur le plancher de danse. Pas nécessairement. Surtout que les artistes dans les démos, c'était ça. C'est sûr que les démos des artistes, c'est sûr qu'ils vont mettre des mouvements signatures, c'est sûr qu'ils vont mettre des mouvements qui sont plutôt show-off parce qu'ils veulent se faire un nom, ils veulent se faire connaître. C'est normal et c'est magnifique à regarder. Mais effectivement, à la base, ce ne sont pas tous des mouvements de social. Je pense que c'est important parce qu'on est vraiment dans une ère où
l'espèce d'élément show-off compétitif est très présent et ce qui donne des blessures en social parce que les gens veulent reproduire ces mouvements-là qui sont magnifiques à regarder, mais qui sont pas nécessairement safe en social. Parce que c'est chorégraphié, c'est C'est chorégraphié, préparé. c'est préparé. Puis, ils vont être juste eux à faire la démo dans un plan juste libre d'espace. Le marketing est important quand même là-dedans parce que je pense que la communauté de bachata a comme plus compris que ça que d'autres danses, on dirait. En ce moment, surtout, on peut le voir, là, c'est qu'ils sont très, très présents dans les réseaux sociaux. Avant, on voyait, tu sais, la personne qui filmait, c'est seulement pour la démo. Maintenant, on voit des caméras partout, il y a des lights. Une production. Parce que c'est dans le social, il y a des démos en même temps. Et moi, il y a eu un temps où j'aimais bien ça, je trouvais que c'était bien. Sauf que je pense qu'on est dans l'exagération. Je pense qu'il faut revenir un peu à la connexion parce qu'on danse avec des humains. Et puis, le problème de tout le temps se filmer en social, c'est que ça enlève l'authenticité et la connexion spéciale avec la personne. Ça donne pas nécessairement ta meilleure danse parce que toi qui te fais filmer, tu veux donner ton meilleur, mais c'est pas nécessairement le meilleur pour la personne. Et je pense que ça, là, c'est quelque chose qu'il faut faire attention. La danse en social, c'est un partage, c'est une communauté. Donc, le contenu de réseaux sociaux devrait être, Dans le background. ouais, un petit peu. Par contre, je trouve que c'est un bel outil que tu sais, on n'avait pas nécessairement à l'époque, qui est de pouvoir se voir danser. Ben, des fois, on va pouvoir s'auto-analyser puis faire comme ça, c'était un bon coup, puis ça, finalement, ça n'a pas l'air aussi nice que je pensais. Oui. Non, mais c'est sûr que, tu sais, il y a des sociales, justement, on n'a pas parlé de ça tantôt, mais les photographes, ça en fait partie aussi de l'écosystème. Et maintenant, Vidéographe aussi. vidéographes aussi qui filment les gens. Mais moi, là, j'espère qu'il y a des gens qui relate avec moi, mais quand la caméra est sur moi, c'est clairement pas ma meilleure danse parce que ça me. Tu sais, en Ça ajoute un performance, stress. exactement. Une personne qui est plus réservée, en performance, tu as le temps de te préparer mentalement. Tu dis, OK, je vais faire une performance. Tu sais, il y a comme un consentement qu'on me voit versus quand tu es filmé sans vraiment le savoir. T'es pas préparé, là. Mais il y a des préparé, ça facteurs shrink. aussi. Il y a la fatigue, il y a le stress. Des fois, on a mal dans le cou, on a mal à quelque part. Il y a plein de facteurs qui Ah fait que c'est ouais. peut-être pas notre meilleur. Des fois, c'est à la fin de la soirée, t'es toutes déjà en sueur. Fait que Mais c'est bon pour s'améliorer, c'est sûr. Mais tout ça pour dire que faut pas non plus se donner cette pression-là de toujours look good dans les réseaux, dans les vidéos. Peut-être pour revenir un peu aux démos qu'on parlait tout à l'heure, aussi un autre point qu'on n'a pas mentionné, mais que je trouve important de parler, c'est que beaucoup de couples de danse vont être aussi des couples dans la vraie vie. Fait que souvent, à leur démo, ben, vont se permettre d'être beaucoup plus sensuels, voire sexuels avec leur partenaire, parce que c'est aussi leur partenaire de vie. Mais après ça, si tu vois les mêmes danseurs, c'est comme Daniel Désiré ensemble, très sexuel. Mais après ça, tu vois Daniel avec pas désiré, très ouvert, très loin, pas très Dans collé, l'étiquette. dans le respect, dans la distance, alors qu'avec sa partenaire, ça s'en permet beaucoup plus. Mais après ça, les gens voient ça et se disent, ben, c'est ça comme la ça. bachata, je peux faire ça. Si tu es avec ta partenaire de vie, oui. Mais après ça, si c'est pas ta partenaire de vie, oui, il ne le sait pas qu'elle l'est. Ben, il faut se garder une gêne, justement, tu sais, il y a des manières d'être sensuel sans être sexuel. Puis des fois, les démos rendent ça un petit peu blurry parce que là, on pense que ben, c'est ça un move sensuel, mais on 100%. peut, la ligne peut tomber rapidement dans le Puis, sexuel, tu il faut sais, faire je attention. veux je juste pense. mentionner, Kevin le mentionnait tout le temps à la fin. Tu sais, nous, on faisait plus la sensuelle, mais tu sais, on se donne tout le temps un petit bisou à la fin de la démo. Mais là, il dit, attention, nous sommes un vrai couple là, dans la vie. C'est pas quelque chose que vous devez reproduire. Fait que, J'aime beaucoup dire que la sensualité, pour moi, c'est avec toi-même et ton corps. Donc, moi, je pense que si chaque personne se permet d'être sensuelle dans son corps à lui ou à elle et non pas envers l'autre personne, dans des lenteurs, dans des éléments qu'on peut se donner à nous, c'est là qu'on va aller chercher une belle sensualité, mais c'est pas nécessairement à l'autre. on en a discuté justement dans des épisodes de la saison 1 où est-ce que on avait des mouvements qui étaient beaucoup plus, disons, Que, ben, des gens pourraient être choqués par ça. Puis dans la bachata, il faut pas se le cacher. Je pense que ça a été critiqué à un certain Énormément. point, même dans l'histoire avant avec la traditionnelle que la sensuelle ou la moderne plus tard. Pourquoi, selon vous? C'est sûr qu'il y a plusieurs raisons. Je pense que dans un certain moment de la bachata, surtout vers la bachata sensuelle, il y a eu comme une influence lambada, donc une connexion très basse au niveau du bassin, des hanches. À l'époque, la lambada était considérée the forbidden dance parce que c'était trop sexualisé. Donc, c'est sûr que c'est comme revenu.
Et le zouk brésilien, qui est apparu par la suite, qui se base aussi sur la lambada, détient, tu sais, une sensualité. Fait que je pense que la connexion au niveau du pelvis, au niveau des hanches, c'était C'est pas des parties nécessairement intimes. voilà, c'était très proche, là. C'était très proche. Les mains étaient comme plus déposées sur le corps, selon la partie du corps en isolation qu'on veut bouger. Fait que c'est pas comme la salsa où le cadre est tout le temps, Mais puis je pense aussi que moi, je me rappelle, j'ai vécu des affaires extraordinaires, mais je pense Voilà. quand j'étais en Europe en 2012, j'ai fait vraiment beaucoup de congrès, puis c'est là que je suis avec beaucoup, beaucoup de matériel ici. Mais je me rappelle, à un moment donné, il y a des artistes qui essaient un peu n'importe quoi pour se faire connaître, c'est un peu laboratoire aussi à ce moment-là de découverte. Puis je me rappelle avoir fait un workshop de porn chata. Oh my C'est God! quelque chose. J'ai vu ça, non, c'était Au début, en ça m'a Espagne. dit ah OK. Puis j'étais comme, oh my God. Puis là, c'était vraiment drôle parce que tu rentrais dans le workshop, il y avait la moitié des gens qui étaient juste assis autour parce qu'ils voulaient voir ce que ça allait être. Tu avais l'autre moitié willing qui était comme, what's gonna happen? Puis C'était très marketing. ça finissait par être un genre de pole dancing, mash-up un peu Est-ce qu'ils enlevaient vulgaire. leur chemise? Puis Ceux qui voulaient, moi je me rappelle à un moment donné, je pense qu'il fallait genre mordre le ventre de notre parent. En tout cas, c'est beyond. C'est exploratoire. C'est exploratoire. Mais ça, c'est dans le too much. Ouais, c'est ça. Et je pense que ils ont vite appris de ça. Oui. Parce qu'on l'a pas vu Ça a au été un courant Canada. assez rapide. Ouais. On va le rajouter dans la liste porn chata. Mais c'est vrai que même à Toronto, je me souviens d'un atelier qui s'appelait Baby Making Bachata. Ou pole Oh dancing my chata. God. Des- Marketing. Like, Marketing. Mais si on analyse au niveau de la musique, là, il y a beaucoup de chansons bachata où si tu écoutes les paroles, c'est très sexuel. Tu sais, Romeo Santos en a sorti beaucoup, là, où les paroles, c'est vraiment explicite. Fait que je pense que ça a eu une influence sur les danseurs. Puis tous les remixes avec Bad Bunny, puis les remixes plus ça, Reggaeton Bachata. Ouais. Ouais. Puis après, je pense que c'est une question aussi de comment tu fais le mouvement. Il y a des mouvements où tu vas mettre la partenaire dans une position qui va avoir l'air sexuelle, alors que si, exemple, tu l'accompagnes dans le mouvement, mais là, ça va donner une espèce d'aspect contemporain qui n'aura pas du tout l'air sexuel. Et je pense souvent pour moi, la ligne entre le sensuel et le sexuel, ça va être vraiment la manière dont tu vas l'exécuter. Puis à quel point tu vas participer au mouvement en tant que guide versus si c'est juste descendre la fille, ça va être sexuel. Mais si je descends avec la fille, ça va être sexuel. Si je descends avec elle, ça va pas nécessairement l'air sexuel. Encore une fois, ce sont des mouvements proposés, tu sais. Je pense que c'est ça qui manque aussi. c'est bien de le mentionner. Ça aussi, C'est une conversation, c'est une interaction. c'était aussi venu dans nos commentaires qu'on avait eus quand on parlait des sociales à travers des yeux d'une D'une femme. femme ou de l'homme. Mais de se faire forcer comme des mouvements, surtout dans le sensuel, dans les cambrés. Là, on parlait de blessures, mais aussi même d'être d'une aisance de faire certains mouvements. Il faut que ça vienne des personnes. Et je pense que c'est une réalité quand même en tant que vous êtes des profs, je suis prof, en tant que follow prof. Je pense qu'il y a une réalité qu'on parle pas assez du fait que c'est sûr que sur les planchers de danse, on se fait faire des mouvements qui sont pas nécessairement sécuritaires, qui sont pas nécessairement acceptables. Beaucoup de gens vont tester aussi les mouvements sur des follow profs. Et puis, on n'est pas toujours à notre meilleur. Effectivement, on a des blessures de danse où on se fait des fois forcer des mouvements ou des cambrés ou des dips. T'approuves. Oui. Et c'est ça qu'il faut faire attention. On peut pas tout le temps donner la meilleure danse de nous parce qu'on n'est pas la personne en charge de la danse nécessairement. On va comme subir si on veut. Et d'où l'importance, encore une fois, je répète, de prendre des cours. Oui, c'est Parce que tellement important. justement, si tu peux pas reproduire quelque chose que tu as vu en social, que tu as vu que sur YouTube, sur Instagram, et comme te dire Renaud, forcer. Moi, j'ai déjà vu, malheureusement, tu un mouvement où est-ce que tu en parlais, le gars force la fille À d'aller en descendre. bas, mais elle est même pas en shadow position. Ouais. Elle est comme... Ça, c'est comme le pire, là. OK? Ça, c'est non. Moi, je me suis déjà fait rentrer les doigts de mon partenaire du moment dans ma bouche. Ben En non. dansant. Oups. Mais moi, ça me choque tellement parce que, tu sais, je sors pas souvent danser. Puis une des raisons pour laquelle je sors moins, c'est parce que je ressens de moins en moins les connexions que je ressentais à une certaine époque. Tu sais, les bonnes danses qu'on peut avoir quand on sort. Et d'où pourquoi je mets plus de mon temps, mettons, dans les performances et tout, parce que ça je retrouve ce que j'ai toujours aimé. Puis quand j'entends des histoires comme ça, on dirait que ça me fait poser des questions de qu'est-ce qu'on peut faire pour que le social s'améliore. Déjà, il y a énormément de gens qui enseignent aujourd'hui, peut-être qui manquent de pédagogie, je pourrais dire, d'étiquette, De la danse. de musicalité, de compréhension de la danse, de connexion, de technique, bon, etc. Je pense que c'est sûr qu'il faut faire attention
au niveau de l'enseignement. C'est sûr qu'avant, on avait beaucoup moins de profs. Je pense que la COVID, il y a eu un boom, une explosion de nouveaux profs. Et les réseaux sociaux n'ont pas aidé aussi. Tu sais, des fois, ton vidéo a été populaire, donc tes profs. C'est sûr qu'il faut faire attention. Je pense que la fusion que vous pratiquez, peu importe laquelle vous pratiquez, il faut aller chercher la technique de cette fusion-là, comme le zouk étant une fusion très difficile. Il faut une technique très solide pour pouvoir faire cette fusion-là. Je pense que ouais, même moi aussi, tu sais, je sors en social de temps en temps, mais je trouve ça très difficile en tant que follow. Puis je pense qu'en tant que guide, c'est aussi la responsabilité du guide. C'est exemple, mettons, moi j'adore faire des trucs de zouk, mais je sais très bien que la plupart des follow sont pas capables de faire ce genre de choses-là. Fait que je le feel, tu sais, ma partenaire a de la misère à faire des tours de base, ben je vais pas commencer à la tilter puis à essayer de faire du zouk. Mais si c'est tout ce que j'ai appris, ben c'est sûr que je vais faire que ça parce que je connais 4 moves, c'est des moves de zouk. Ben là, les danseurs sont pris un peu à essayer, no matter what, de Vraiment. faire fonctionner des choses que leur partenaire n'a pas le niveau pour, mais ils le reconnaissent pas parce qu'ils connaissent pas plus que ça. Puis, sinon, pour revenir à comment on pourrait changer la scène, ben, moi, ce que je pense qui est super important, c'est la polyvalence entre le lead et le follow. Tu sais, comme moi, je follow aussi. J'ai heureusement pas la même expérience que les filles parce que je pense que les gars, quand je vais follow, vont pas être aussi sexuels que. Ils vont pas te mettre par terre. Et étant beaucoup plus lourd aussi, ça me protège parce que je suis plus fort, je suis plus gros, je suis plus lourd. Donc, je suis mieux capable d'encaisser la force de partenaires qui sont plus forts aussi. Mais justement, en tant que follow, ben, je ressens des fois de mauvais guides. Puis des fois, ça me permet de réaliser, je fais peut-être quelque chose de similaire, je le ferai plus. Autant pour les follow, des fois de guider, ben ça vous permet que si, mettons, il n'y a pas de guide sécuritaire ou intéressant, ben, ça vous permet aussi d'avoir du fun dans la soirée ou de vous protéger parce que c'est vous qui guidez, fait que vous êtes en charge de. Fait que ça permet d'avoir la perspective de l'autre, de voir aussi des fois c'est quoi les mauvaises follow qui se jettent dans des dips en tant que guide. Puis là, en guidant, tu fais Les comme puis là, jeteuses, je on le a fais. dit. Puis là, je le fais. Fait que là, je trouve que c'est un bel exercice de faire lead and follow pour autant les gars que les filles. Comme ça, on développe une meilleure compréhension du rôle de l'autre, puis une meilleure empathie, je pense une meilleure Et, globalité de danse aussi. et je suis très d'accord avec Renaud, puis je vais même ajouter à ce qu'il vient de dire que niveau aussi follow, effectivement, moi j'ai beaucoup de leads qui viennent prendre des cours puis qui me disent les follow se jettent dans des dips que j'ai pas guidés, se jettent dans des mouvements zouk que j'ai pas guidés. C'est sûr que les ateliers pré-soirée, on montre des combos, exemple. Il faut pas nécessairement les apprendre tels quels parce qu'après ça, ce que ça donne, c'est que les follow ou les leads vont répéter ça tel quel. Il faut être polyvalent parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de follow maintenant qui vont se faire partir un mouvement et puis vont comme faire la séquence que la follow ou le follow pense, c'est ça, alors que c'est pas nécessairement ça que le guide. Donc, je pense que oui, c'est que tout le monde doit vraiment prendre des cours de façon égale, tout le monde. Et je sais qu'on a connu un moment où les follow prenaient beaucoup, beaucoup moins de cours en bachata parce que dans les sociaux, se faisaient guider par des profs ou des danseurs avancés, donc avaient une impression d'être avancés, de pouvoir se faire guider n'importe quoi parce que, ben, en fin de compte, tu sais, c'est que c'est un bon danseur, c'est un prof qui est capable de te guider des choses. Mais nous, on a une indépendance à connaître aussi nos mouvements, la musicalité, comment répondre aux guides, etc. Puis même comment participer dans la création. Tu sais, moi, j'ai Voilà. pas tant de plaisir à danser avec une follow qui va purement me suivre toute la chanson, c'est plaisant, mais alors qu'une follow qui va me challenger, qui va elle aussi participer à la création, qui va des fois me bloquer, ce qu'on appelle du backleading. À l'occasion, moi, personnellement, j'aime ça, si ça me permet de créer. Ça peut amener à un autre mouvement. Pour moi, ça crée un dialogue entre les deux danseurs où c'est pas 100% lead and follow, mais c'est plutôt un 80-20, mais il y a une partie que la follow peut guider aussi, peut induire des choses, puis vraiment avoir une conversation plutôt que je te dis, tu fais qu'il y a une version un peu plus machiste, peut-être, autre cours de la danse qui, moi, me rejoint moins aussi. Le mot communication et connexion, j'ai l'impression que là, on l'a comme plus détaillé parce qu'on en parle souvent dans nos épisodes et c'est difficile de faire comprendre à des gens qu'est-ce qu'on veut dire par là. Mais c'est vrai que surtout quand tu commences à danser ou quand tu as un niveau plus intermédiaire, tu apprends des séquences, tu apprends une librairie de mouvements et comme tu veux tellement les pratiquer que finalement tu finis par faire les séquences sur la piste de danse sans nécessairement penser à cette communication-là. C'est peut-être là où est-ce que effectivement je trouve qu'on a perdu la connexion et on va espérer qu'elle revienne un petit peu plus. Même j'ai maintenant mes danses préférées quand je repense récemment, c'est les danses où j'alternais avec mon guide. Fait que je commençais à faire moitié guide, je faisais la moitié follow ou l'inverse, puis ça permet dans la même chanson de complètement avoir deux
deux couleurs, deux vibes différents. Ouais, c'est vrai qu'on le faisait beaucoup dans la salsa avant, puis ça s'est pas vraiment Mais vu moi, je le dans fais la encore, mais bachata. après ça dépend. Souvent, faut que tu Connaître connaisses les les gens. gens Faut que tu sois à avec qui l'aise. tu le fais. Puis, Ouais. ouais. Puis là, on va rentrer sur un autre petit sujet parce qu'on a parlé beaucoup des sociaux, mais un autre point qu'on voulait aborder, c'était tout ce qui englobe les compétitions. Là, évidemment, on ne parle pas simplement des compétitions de performance parce que ça, c'est les plus connus, disons, de spectacles, surtout dans la salsa. Donc, on va aussi couvrir les Jack and Jill et les battles. Les Donc, hits. les hits, merci, dans les sociaux. Donc, commençons. Ben, on peut commencer historiquement. Les hits, je pense que c'est ce qu'on a vu en premier. Qu'est-ce qu'un hit? Dans le fond, un hit, ça va être plus de la danse libre, de l'improvisation, mais où les juges vont analyser la technique au niveau de cette improvisation-là. Donc, la posture, la connexion, la musicalité, etc. Mais c'est de la danse libre, avec plusieurs compétiteurs sur le même plancher de danse. C'est avec une chanson très courte aussi. Hein? Voilà. C'est 30 secondes, 45 secondes max. En général, ça a des catégories pro-am où ça va surtout être l'élève qui va l'évaluer. Le prof va être plus être là pour les mettre en valeur. Il y a parfois aussi un petit peu plus, quelques catégories amateur-amateur, donc ça va être Ou deux hommes qui vont être pro-pro jugés, ou aussi. pro-pro C'est maintenant. déjà arrivé. Je trouve que c'est un beau premier approche pour les gens qui veulent commencer à faire des spectacles, mais qui n'ont pas nécessairement le background, la technique, qui ne sont pas nécessairement rendus à performer des spectacles. Moi, j'ai commencé avec ça, puis ça a été une belle introduction à la performance, de justement d'avoir un public qui est tu sais, accessible. Ça- Quand même, ton costume, tes souliers, tout. Puis dès que tu sais danser, tu peux juste faire des hits. Tu n'as pas besoin d'apprendre une chorégraphie, c'est accessible. Ce que je trouve bien des hits, et c'est ce qu'on perd un peu, je trouve, maintenant dans les temps modernes, mais les hits, à la base, c'était fait pour analyser ton niveau en tant qu'étudiant. Oui. Peu importe ton niveau, donc tu t'inscrivais dans le niveau dans lequel tu corresponds, ou ton professeur t'inscrit dans ton niveau. Et puis, c'était plutôt pour voir la fiche des juges, où tu te places dans ton niveau. C'était très personnel, les hits. Je trouve qu'aujourd'hui, on utilise les compétitions, les hits, pour avoir des titres, pour show off sur les réseaux sociaux, pour avoir des médailles. Et puis, on accorde vraiment cette importance au titre plutôt qu'à l'expérience du hit. 100% d'accord. Puis je pense qu'il y a aussi un aspect business pour les congrès qui font que, tu sais, maintenant, il y a des gens qui s'inscrivent comme dans 20 catégories, puis ils finissent dans des catégories vides ou semi-vides où ils gagnent. Complètement vide. Ou on arrive en intermédiaire, puis il y a comme 20 couples, puis là, tu arrives en avancée, il y en a 4. Fait que tu es presque sûr, dans l'avancée, d'être sur le podium, alors que dans l'intermédiaire, tu pourrais perdre. Ou que tu n'es Et pas dans Ouais. le bon niveau, que tu es J'allais avancé. dire, beaucoup de profs Uh-huh. ou profs se mettent dans des niveaux intermédiaires Ouais. pour gagner, mais ils compétitionnent contre des étudiants. C'est là qu'il faut faire attention. Oui. Il y a eu beaucoup de discussions là-dessus, justement. Mais on commence à voir aussi un peu de changement. Je pense qu'il faut continuer à le dire que c'est pas nécessairement des choses qu'on apprécie. Parce que aussi, de notre côté, on a dit dans d'autres épisodes, une des choses que j'aimais le moins, là, c'est plus pour des spectacles en hit, mais quand on est à plusieurs catégories, c'est le même spectacle aussi qui se répète C'est vrai. un après l'autre. En tant Et en que tant que spectateur, spectateur, moi, c'est ça m'épuise. Absolument. Ça fait des longues heures de compétition et en fin de compte, ben, c'est ça, c'est pas nécessairement juste à tous les niveaux. Il y a beaucoup de catégories vides. Est-ce qu'on devrait pas fermer les catégories où il y a un seul compétiteur? oui. Fait qu'on a remarqué un peu de changement. Comme le Summit, cette année, l'organisateur avait annoncé qu'ils ont juste droit à s'inscrire à 2 Ben, ça, c'est catégories bien. max. Donc, ce serait ta catégorie puis Et une au celle au-dessus, supérieur c'est et que tu non vas essayer inférieure. pour voir si ton niveau a peut-être évolué. Il y a, intéressant. il y a beaucoup de compétitions aussi localement. Il y a beaucoup de compétitions à l'international, ce qui fait que c'est mélangeant quand on dit le titre champion du monde. Il y a l'Euroson, il y a le Summit et champion du monde de quoi finalement? C'est C'est en East, en Showcase, en amateur, en Pro-Am, Voilà. Pro. Ce qu'on souhaite, c'est que si vous voulez faire une compétition hit, de surtout prendre en note, parce que je pense que les scores qui sont partagés maintenant sont plus sur un papier comme à l'époque, mais sur l'application là, qui est utilisée, et de prendre ça en note et le travailler avec ton enseignant. Tout à fait. Puis aussi de pas nécessairement le prendre trop personnel. Moi, je vois beaucoup les hits plus comme un plaisir à faire parce que Tout à fait. souvent les juges vont te regarder à toi pendant 10 secondes. Fait que ça se peut qu'ils t'aient vu quand tu shinais dans ton 10 secondes, puis ça se peut que ce soit vu quand tu t'es trompé. Fait que des fois, tu peux avoir une mauvaise note puis une très bonne note d'un autre juge parce qu'ils ont deux perspectives différentes ou parce qu'ils t'ont pas vu au même moment, parce qu'ils en évaluent plusieurs en même temps. Fait qu'il faut pas si on a perdu, il faut pas comme penser qu'on est un mauvais danseur puis que C'est juste avoir une opinion externe, finalement, parce que même les juges, c'est subjectif, finalement, ça dépend qui est devant, qui est sur cette absolument. table. Fait que c'est un plaisir de compétitionner plus que
un besoin d'avoir cette reconnaissance-là parce que sinon, des fois, ça Tout à peut fait. faire mal pour absolument rien. Et je pense qu'ici, je vais dire au Québec, mais je pense qu'on a accordé beaucoup, beaucoup d'importance aux titres et aux compétitions, qui fait qu'on a oublié l'aspect juste performance. Je me souviens qu'à l'époque, il y avait de belles performances avec des concepts, des histoires, des costumes qui matchaient le concept et Et l'histoire. ça, on parle avec Étienne aussi. C'est ça C'est et divertissant, là. c'est divertissant et ça, c'est l'art de performer où, le showmanship était très naturel parce que c'était basé sur la connexion et la générosité envers le public. C'était comme un cadeau qu'on offrait au public et maintenant, je trouve que c'est très compétition, donc beaucoup, beaucoup de mouvements dans les chorégraphies. On court après la musique et le showmanship a beaucoup changé et là, le showmanship est très, très fake, et on le reconnaît. Là, c'est moins basé sur la connexion. Je trouve qu'on devrait se refocusser un peu sur la performance. Et ce qui a pas aidé aussi, c'est que maintenant les compétitions ont bachata cabaret et bachata classique. Donc c'est ça. Donc pour certaines personnes, ils veulent tout le temps aller bachata cabaret. Oui, il y a de la bachata, on s'entend. Mais c'est sûr qu'on focus beaucoup plus sur Là, c'est ça. l'acrobatie. Parfois, la bachata va être très minime dans le numéro, dans la chorégraphie, donc il faut faire la différence. C'est de la fusion, encore une fois. C'est sûr qu'avec les acrobaties, je trouve ça intéressant que ça soit poussé à ce point-là parce que j'ai vu un niveau de performance maintenant qui est incroyable quand on compare avec des niveaux de chorégraphie du passé. Mais c'est vrai qu'à cause de cette compétition de toujours être meilleur que l'année d'avant, même pas avec ceux que tu compétitionnes dans ta catégorie, mais juste tu sais, que cette année-là soit une année marquante, mettons, comme de nouveaux mouvements trending de danse. Parce que ça aussi, c'est quelque chose. On perd un peu dans cette authenticité de performance, c'est vrai. Si on regarde des artistes d'Europe qu'on aime beaucoup en bachata, il y en a beaucoup là-dedans qui se focusent seulement sur la danse et qui font peut-être 1 ou 2 tricks dans toute la chorégraphie. Mais c'est encore la connexion, c'est encore la danse, c'est encore la musicalité. C'est vrai qu'on le voit davantage Ouais. en Europe Mmh. que Daniel et Désiré, Marco Sarah, on pourrait en nommer plusieurs, là, les artistes d'Europe. Ben, il y a moins de gens d'Europe qui participent aux compétitions Tout à fait, aussi la mentalité de est différente. spectacle. C'est vraiment comme le focus est différent selon les Je pense que communautés. les artistes évoluent aussi. Moi, quand j'ai connu Daniel Désiré, en fait, faisait du bachelor cabaret C'est initialement. vrai, c'est vrai. Puis, parce qu'ils faisaient beaucoup de compétitions dans ce temps-là. exactement. Puis après ça, ils ont vraiment viré dans la sensuelle. Puis c'est Puis, correct, puis c'est correct aussi. l'exploration aussi, ouais. Ça permet aux artistes d'essayer différentes choses. Puis, En vrai, on a comme un peu mélangé hit et performance parce que c'est souvent, ça se retrouve ensemble dans les Dans les mêmes Dans les événements. congrès, Dans les festivals, événements. Souvent, quand tu vois une compétition hit, ben, tu vois aussi une compétition chorégraphique dans la même soirée. Un petit nouveau, disons, dans l'écosystème de bachata, on va dire. À Montréal, Parce qu'à Montréal, ça l'était pas nécessairement très populaire. Ça l'était aux États-Unis. des Jack and Jill. Les Jack and C'est Jill. Jack and C'est ça, Jill. ouais. Est-ce que quelqu'un peut expliquer c'est quoi le concept d'un Jack and Jill? Ben, Jack and Jill, en fait, c'est une compétition, encore une fois, d'improvisation. Ça peut ressembler un peu à un hit, mais tu choisis pas ton partenaire. Donc, c'est un peu une pige au hasard qui fait que tu vas être attribué à différents danseurs, puis il peut y avoir plusieurs rounds. Fait qu'on va te juger sur ton lead, ton follow, à travers différents partenaires, à travers différentes chansons que tu connaîtras pas non plus. Fait que ça ajoute dans les degrés de difficulté que tu n'as jamais, t'as pas nécessairement déjà dansé avec cette personne-là. Puis des fois, ça amène des beaux gems, il va y avoir des belles créations, tu vas faire wow, il va y avoir des beaux moments que t'as. Belle connexion aussi. Exactement. Et d'autres fois, ça va être comme, ça va être une pénible danse pour les deux. puis maintenant il y a C'est des basé niveaux, c'est hein? basé sur la danse sociale à la Exact. base et non moins la technique. Fait que ça, c'est vraiment cool parce que maintenant, comme on met des niveaux, je pense qu'il y a dans un niveau, il y a pro-am. Donc, à la fin, il y a les pros qui s'insèrent justement pour voir la connexion, Ouais. Et les la juges vont se musicalité. promener la majorité du temps pour vraiment mieux voir la connexion avec les partenaires. Donc, quelque chose qui est en train de grandir ici. On va en voir notamment des fois des événements ici et là qui ouvrent un Jack and Jill. Je pense à Toronto, c'est très présent. Puis il y en a un bientôt en mars qui va être hosté par Grand Baile. Fait que pour ceux qui vont écouter, si vous voulez voir un Jack and Jill en live, lui, ça va être très intéressant. Puis l'autre petit newbie dans notre écosystème, c'est les battles. Maud, est-ce que tu peux plus nous en parler? Avec plaisir. Dans le fond, les battles, c'est quelque chose qu'on aimerait emmener à Montréal, mais en fait qu'on emmène à Montréal. Là, on va créer la toute première battle au niveau bachata, footwork, musicalité. Donc, si vous connaissez pas les bachata nama, salsa nama, c'est un concept qui avait été emmené par Fernando Sosa. Fernando, c'est ça. Que personnellement, moi, c'est quelque chose que j'adore regarder parce que c'est de l'improvisation par des danseurs de différents niveaux qui vont s'affronter un à un sur des chansons particulières. Ils vont faire un 30 secondes à 45 secondes chacun.
Et puis, il y a plusieurs rounds. Donc, chaque gagnant de footwork musical va affronter le prochain gagnant du prochain round jusqu'à ce qu'il reste une personne. Et c'est vraiment basé sur l'improvisation et vraiment l'écoute musicale. C'est Et là, ça. c'est avec des juges, hein, parce que des fois, on voit, il y a des gens, le public qui applaudit, mais maintenant, il y a des juges qui, un peu comme dans la danse urbaine, on voit comme qui Voilà. choisissent à la fin. Exactement. Donc, ça va se passer le 22 février à Espace des Arts. On va faire ça pour une première. On veut pousser Montréal vers ça. Il va y avoir un panel de 9 juges qui vont analyser la musicalité puis qui vont voter à main comme ça qui des deux a gagné par round. Et donc, ça va être c'est ça, majoritairement qui. Et puis, oui, on a Un super hâte. chiffre non pair pour avoir. C'est ça, un chiffre impair. Puis, je sais que Montréal, c'est très nouveau parce qu'en bachata, je pense qu'on fait pas encore énormément de footwork côté musicalité. Je pense que dans la pédagogie, c'est quelque chose qu'on doit emmener un petit peu plus. Donc, on va faire une préparation aussi pour les gens qui aimeraient ça essayer. Le 8 février aussi à Espace des Arts, où on va donner des outils. On va donner aussi les musiques à l'avance pour que les gens puissent commencer à étudier. C'est ça, comme un sasanama, pour que les gens puissent commencer à écouter la guitare et les instruments de la bachata. C'est bon de donner des outils ici pour aider parce que sinon, ça devient très intimidant. Donc, Tout à fait. Puis on veut que les gens s'amusent, là. On veut pas l'espèce de compétition officielle. Il faut que ça soit basé sur le plaisir et le développement personnel. Donc, le battle, on le nomme comme un nouveau élément dans l'écosystème parce qu'on n'en a jamais vu à Montréal ni dans les environs. Et même dans la salsa, en fait, à Montréal, ce n'est pas très popularisé. On en a eu très peu. On a eu quelques-uns des mini dans le boule de gomme, là, dans la rue Verdun. Là. Il y a comme une social. Boule, Boule de gomme. Boule de gomme. boule de gomme. Moi, J'aime j'avais ça. juste boule dans la tête, mais Stéphane. c'était pas boule. Salut Stéphane. Donc, cet événement-là, il faisait des compétitions, mais c'était pas seulement des jeux de pied, c'était aussi en couple. Puis, il y a eu aussi l'événement à Alan Vamos, qui était un battle de salsa afro. Donc, ça commence à grandir. En plus, Ouais. nous, dans le premier épisode, je pense qu'on disait qu'on aime les battles. Puis qu'on aimerait ça qu'il y en ait encore plus à Montréal parce que, tu sais, en Europe, on en voit, tu l'as nommé, Salsa Nama. En France, il y a aussi d'autres bachata battle, puis des bachata nama. Puis on trouve ça tellement beau à regarder pour vrai. C'est tellement intéressant. On connaît pas la musique, hein, qu'on va mettre. On sait pas si tu commences la chanson ou si tu vas aller en deuxième. Donc, c'est encore plus excitant. C'est excitant, ça prend beaucoup de courage. Fait Oui. que bravo à tout le monde qui va Oui, s'inscrire oui. à ça. On a hâte de voir. Pour l'avoir fait en salsa, je sais que c'est vraiment, vraiment une belle préparation, une belle comme préparation de soi-même, en fait. Tu sais, tu rentres là, puis tu veux pas gagner, là. C'est vraiment pour le fun. C'est pour s'amuser, c'est ça. Et j'aimerais que les gens soient vraiment ouverts d'esprit de s'amuser. On veut pas mettre la pression et c'est pour ça qu'on a un niveau débutant aussi, puis un niveau interavancé, pour que tout le monde puisse venir essayer. De toute façon, c'est un 30-40 secondes dans la chanson que tu danses. Et puis le panneau de juge aussi, ça va être en fait des gens, des instructeurs ou des gens connus de la bachata qui ont beaucoup, beaucoup d'expérience localement. Donc, ça va être intéressant parce que c'est une collaboration aussi de plusieurs personnes qui poussent la bachata à Montréal. Non. On a très hâte. On a hâte. Donc, pour fermer la boucle avec l'écosystème, tantôt on parlait des ateliers, mais on a aussi entendu le mot bootcamp. Puis je me suis rendu compte que c'est peut-être pas tout le monde qui connaît la définition d'un bootcamp. Donc, je ne sais pas si un de vous pourrait expliquer ça. Oui. Ben, en fait, souvent, c'est quand on fait venir un artiste, un couple ou plusieurs artistes. Puis ça va un peu comme ce que des fois, ils vont appeler un weekender en anglais. Fait qu'il va y avoir plusieurs workshops, soit vers la fin de la semaine, des soirées, puis la fin de semaine, sans nécessairement qu'il y ait de spectacle, soit nécessairement qu'il y ait vraiment un congrès comme tel. Fait que c'est une occasion pour les gens de venir s'entraîner avec un artiste sur quelques jours, des fois de faire une performance à la fin avec l'artiste, ou de simplement avoir juste appris beaucoup de matériel. Du training. C'est plus intime aussi là, que d'un atelier dans un congrès. C'est plus intensif aussi. On a aussi des séminaires, on a des masterclass pour les gens qui sont des masters, comme les artistes d'Europe, par exemple, qui peuvent donner. Effectivement, oui. Tu as parlé des weekenders, mais au Québec, je trouve qu'on a quelque chose de particulier, là. Il y a comme Ouais, des retraites aussi ben de ça avec, bachata. avec Nancy, Madison qui organise ça. Salut Nancy. Salsa et bachata, donc on n'a pas encore eu celle cette année, mais avant ça, pas mal toutes les années, on en a environ une à deux par année
qui, dans le fond, ça se trouve être un peu, c'est exactement ça, c'est un bootcamp weekender du jeudi soir au dimanche soir, qui est axé justement sur des cours, puis autant des cours techniques, mais des cours de connexion, justement, autant apprendre des patterns que de les pratiquer, que de se dépasser, puis de... Mhm. fait que ça, c'est un très beau exemple de bootcamp, justement, qui est vraiment unique en soi, là. Il y a déjà une formule, je pense, similaire avec Massacoté, je pense, à Boston, C'est vrai. ce qui a inspiré Nancy à Qui a faire... inspiré Nancy. ouais. Oui. Fait qu'on Très on bon. espère en avoir d'autres Yes. dans l'avenir. Et puis sinon, côté séminaire, c'est sûr que localement, personnellement, j'essaie de pousser, ce qui est séminaire de musicalité. Je sais qu'on en a parlé précédemment, mais depuis la COVID, il y a eu un boom de nouveaux danseurs qui ont appris en ligne. On s'est ramassé, je trouve, les profs, avec des milliers de personnes qui ont appris en ligne pendant les années de la COVID. Donc beaucoup, beaucoup d'erreurs, des énormes manquements et des nouveaux profs aussi qui enseignent pas nécessairement, la pédagogie qu'on souhaite. Donc je pense que vous, nous, tout le monde, on essaie de corriger les gens de plus en plus et ça m'a poussée à dire, ben il y a un besoin en intensif côté origine, histoire, musicalité, compréhension de ci, de ça. C'est que je pense, pour moi, c'est ce qui me projette dans le futur côté, bachata, c'est plus, focusé sur ça. 100% ou un mélange des deux. Je sais que, tu sais, à Swift Connection, ils font et des ateliers de danse, puis à un moment donné, poum, ils embarquent sur l'histoire, la musicalité. Donc, moi, je trouve ça quand même un bon C'est mélange des deux. important de le ramener. Ouais, puis ce que j'ai aimé de ton événement aussi, c'est que je voyais que c'était différentes écoles, Une comme freelancers. Il y a collaboration. une collaboration. Parce que démontrer aussi que on peut collaborer et qu'on n'est pas tous des concurrents, parce qu'il y a le côté marketing qu'on parle beaucoup, puis qu'on dirait que certaines écoles, des fois, sentent ce besoin d'être en compétition un peu avec les autres. Ça, c'était vraiment bien marketé d'avoir une belle collab entre trois Merci. personnes. Je trouve que ça démontre aux étudiants qu'en fin de compte, il y a une technique. On l'enseigne de différentes façons. On a nos façons de penser, de l'enseigner, de parler, nos opinions, mais on enseigne toutes la même chose. Donc ça prouve vraiment aux gens, c'est pas juste moi dans mon coin qui dis ça. Voici les autres professeurs le disent aussi. Ouais. tu sais. Puis le goal est le même, hein, Le c'est goal est le de même. pousser la bachata Voilà, à Montréal. Fait que... pour qu'on puisse ressortir en social Mhm. et danser et avoir du plaisir. Exactement. Hey, super intéressant. Je pense qu'on a vraiment couvert tout l'écosystème de bachata ici au Québec. Moi, j'aimerais vraiment discuter sur quelque chose qui m'a personnellement pas choqué, mais tu sais, tu vois vraiment un changement avant COVID et après COVID. Et là, on va parler de la bachata en général, mais aussi au niveau marketing, au niveau des réseaux sociaux et tout ça. Fait que, qu'est-ce que vous avez remarqué avant et après COVID? On a beaucoup de choses à dire. Ben, tu sais, je pense qu'avec l'arrivée de la COVID, justement, les gens étaient beaucoup plus en ligne. Fait que le Instagram, TikTok, même YouTube, il a pris beaucoup plus, le phénomène a pris beaucoup plus d'ampleur. La danse aussi, les gens, on peut être découvert plus avec ces plateformes-là. Fait que ça l'a amené à beaucoup d'artistes à se faire découvrir, mais en même temps, ça l'a amené des personnes qui n'étaient pas nécessairement super trained non plus à devenir rapidement des artistes, ou à devenir rapidement viral ou international, puis là, se faire engager par d'autres festivals parce qu'ils avaient des followers, ou ils étaient populaires, ou ils avaient un produit plus unique. Parce qu'avant, on se faisait engager vraiment par un bouche à oreille. On connaissait le promoteur, on était amis Par avec. Par expérience. expérience, c'est ça. Puis parfois, on allait dans un festival juste pour se faire connaître, puis là, on se faisait connaître par un nouveau cercle. Là, on se faisait inviter à d'autres festivals. Et avant, c'était très dans le réseautage, bouche à oreille, tu te buildais tranquillement un réseau, alors que maintenant, des fois, ça peut être très, très rapide. Je pense qu'aussi, il y avait une énorme différence. Les soirées, les ateliers de pré-soirée avant, c'était vraiment plus, des profs qui avaient de l'expérience, qui étaient déjà connus dans le milieu. Puis rapidement, après la COVID, beaucoup de promoteurs se sont basés simplement sur, «Ah ben, si sur ton Instagram, c'est écrit prof, je t'engage» et Ou t'es moins cher. ou tu moins cher. Ouais. Et donc c'est sûr que ça cause, c'est sûr que ça a des conséquences parce que des gens qui sont profs, disons overnight, qui vont donner un atelier à, disons, 60 personnes qui sont des danseurs en social, ben, c'est sûr que ces gens-là vont apprendre avec un manque des fois de pédagogie ou la bonne technique, tu sais, ça dépend de l'expérience. Il faut le dire comme honnêtement, ben, personnellement, je trouve que enseigner en social, c'est un des plus difficiles. C'est all levels. Voilà. Tu as beaucoup, beaucoup de personnes. Des fois, tu n'as pas assez de lead, tu n'as pas assez de follow. Tu es vraiment responsable d'un gros groupe. Et toi, ben, il faut que tu donnes quelque chose qui va leur faire rester. En plus, il faut que tu fasses un marketing par toi-même. Donc, il faut que
C'est ça. C'est comme tu es responsable, on te donne un bassin de danseurs qui sont vulnérables, qui viennent à toi pour apprendre à danser en social. Donc, je trouve que c'est important d'avoir des professeurs expérimentés qui donnent ces ateliers de pré-soirée-là parce que sinon, on voit rapidement les erreurs techniques et les blessures arriver pendant ces mêmes sociaux. 100%. Dans le temps, là, je vais parler avant COVID, Bachata Invasion. Oui. Hein? Oui, ça, c'est Crime on qu'on salue avait on des salue bons profs. madame. Mais on avait des bons profs. C'est des mini, c'est presque un mini-festival qui, Ouais. qui essaie de Un faire. week-end sur 2, genre? C'est ça, avec comme 4-5 workshops la même soirée, plusieurs workshops en même temps, plusieurs salles, plusieurs shows. Fait que ça a été. Moi, ça a été aussi un des. Pendant un certain temps, ça a été, je pense, le plus gros, c'est ça, le bachata, à un certain point. Fait que c'était vraiment le fun en tant que bachatero d'avoir cette plateforme-là pour enseigner, pour faire des spectacles, pour juste aimer la bachata puis la vivre. Puis à l'époque, chez Gusto, la salle bachata n'était pas la salle principale non plus. Fait qu'on avait la même setup que Gusto, mais inversé, où la salle principale était la bachata et la petite salle était la salsa, qui éventuellement Gusto a repris le concept après la COVID. Post-COVID. Et voilà. Et c'est l'histoire. Et ce que j'ai aimé de ce promoteur des jeunes, c'est que pour lui, c'était important d'offrir la qualité. Donc, il choisissait ses professeurs vraiment. Puis nous, ben, c'est Qualité, genre. et donc, ça nous faisait quand même sentir privilégiés. On avait cette responsabilité et il y avait beaucoup de gens qui voulaient profiter de la popularité de ces événements pour aller enseigner sans nécessairement un bagage et lui, catégoriquement refusait. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est important. Ça fait partie de les valeurs qu'on a regardées dans notre industrie. Oui, puis ça valorisait aussi les enseignants, les profs de Montréal parce que, tu sais, c'était vraiment pratiquement comme une petite quantité de profs, oui. Moi, tu sais, je me pose la question pour les gens qui sont nouveaux et qui, c'est correct qu'il y ait une deuxième génération qui arrive, en fait. Je pense qu'on n'est pas en train de dire non plus que, oh non, c'est juste les OG qui doivent être engagés. Je pense que c'est surtout dans la forme que ça se passe. Qu'est-ce que vous conseillerez, en fait, qu'on n'a peut-être pas en place, mais qu'on aimerait pour permettre ces personnes-là qui désirent partager leur savoir, mais s'assurer qu'ils le fassent de la bonne façon? Ben, moi, je pense que, réalistement, je ne parle pas qu'il n'y aura jamais vraiment un bon système en place pour ça, mais tu sais, je pense que le plus important, moi, j'ai rien contre des nouveaux gens qui arrivent pour enseigner, même s'ils n'ont pas nécessairement le niveau que j'ai, parce qu'évidemment, moi-même, quand j'ai commencé à enseigner, je n'avais pas le niveau que j'ai maintenant, euh, 15 ans plus tard. Mais je pense que ce qui est le plus important, c'est qu'ils soient conscients de leurs limites et de continuer à se former de manière continue avec des gens qui résident avec des gens de haut niveau, que ce soit à l'international, que ce soit localement, mais qui se fassent un devoir de continuer à s'améliorer pour pouvoir continuer à améliorer leur enseignement et non pas de juste faire, ben maintenant je suis prof, je donne des cours, mais je ne vais pas chercher ce mentorship-là. Parce qu'il y a aussi il y a des réalités. C'est exemple, moi, quand j'étais en région, ben, même en région, rapidement, j'ai donné des cours à Trois-Rivières puis à Sherbrooke quand j'étais très amateur parce que ben, il n'y avait juste pas nécessairement d'autres profs à ce moment-là où les autres profs avaient un niveau semblable au mien. Je me sentais à légitimité de pouvoir donner des cours et d'essayer d'expandre la danse latine dans ces communautés-là. Alors que là, j'arrivais à Montréal, puis là, c'est l'inverse. Je me sentais très petit dans mes souliers. Puis ça a pris beaucoup plus de temps avant que j'enseigne à Montréal parce que justement, je me sentais pas au niveau pour offrir la qualité de ce qui s'offrait sur la scène. Et je pense qu'il y a une réalité régionale aussi que Montréal n'a pas versus Trois-Rivières, Sherbrooke, Granby, Shawinigan, pour les nommer. Je suis d'accord avec toi, Renaud, puis je vais ajouter que pour moi, ce qui est important côté pédagogique, parce que c'est sûr que savoir danser, c'est une réalité, mais l'enseigner, c'en est une autre. Et tout le monde a le droit de vouloir l'enseigner, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Mais à l'époque, on commençait par enseigner des cours privés pour prendre de l'expérience, parce qu'en cours privé, tu apprends vraiment les différents types d'étudiants, les auditifs, les visuels. Ça te donne énormément de trucs d'enseignement, de pédagogie, comment travailler ton enseignement, comment tu livres l'information et la technique. Puis après une expérience de cours privé, tu peux commencer avec des petits groupes, parce qu'avoir un groupe, c'est une responsabilité. Parce que si tu communiques pas toute l'information nécessaire au groupe, ces gens-là repartent avec quelques informations qui sont pas nécessairement les bonnes. Donc, je pense que prendre l'expérience, tu sais, commencer un petit peu en bas de l'échelle et puis grandir avec ça, pour moi, c'est la recette idéale. C'est l'opposé qu'on voit, En hein? ce moment, les gens ont zéro expérience et ils demandent des ateliers pré-soirée qui sont déjà Directement. très Ils connus. commencent par Ils commencent les par ateliers les ateliers pré-soirée. pré-soirée, Exact. qui est une énorme Puis responsabilité. une chose que je remarque aussi, c'est que j'ai l'impression que là, on parle beaucoup du passé parce que, bon, c'est ça, on est des OG, I guess. Mais je trouve aussi que c'est bien de commencer dans une école ou pas nécessairement comme une école, un établissement, mais
être affilié avec quelqu'un qui a déjà sa place. Avoir des mentors. Avoir un mentor, parce que ces personnes-là ont Mhm. appris à enseigner. Là, on parlait de la pédagogie, ou c'est quoi le mot pour les adultes déjà? Andragogie. Mais c'est vraiment un mélange. Donc, danser, tu connais les pas, tu connais peut-être l'histoire. Tu as peut-être eu ce training-là et tu es théoriquement prêt à enseigner, mais il te manque aussi cette connaissance de bien transmettre l'information. Et quand tu as un mentor, cette personne-là va t'aider, en fait, à trouver, Qui te manque. c'est ça, ton outil à toi, Parce que tu ta peux être un bon version. danseur et un mauvais prof, ou tu peux être un Il y en bon a. prof et pas un très bon danseur, mais c'est les deux. Tant mieux. Mais je pense que ça prend de l'humilité aussi. Et c'est sûr que là, on connaît un boom dans les égos des gens parce que les réseaux sociaux ont permis ça. Je pense que si on peut revenir avec un peu d'humilité puis dire j'ai besoin d'un mentor, c'est un élément clé. C'est vrai que c'est difficile quand tu es déjà connu d'aller prendre un cours avec quelqu'un. On dirait qu'il y a un petit... C'est ça. En tant que prof, on doit continuer à s'entraîner. Mais en fait, la C'est la... plupart des profs que je connais, ils n'arrêtent pas de prendre des cours. Oui, la formation continue, ça fait partie. Surtout en bachata parce que l'évolution, elle est incroyable, elle est tellement rapide. Puis moi, je me gêne pas seulement dans les congrès de prendre des cours comme follow de plusieurs niveaux. Puis moi, j'adore ça. Tu sais, pour moi, un festival, c'est souvent les gens ils vont focuser sur les performances ou les compétitions, même les soirées. Moi, souvent, à minuit, 1 heure, je suis comme peace out. Je vais me coucher parce que je veux commencer le workshop à 9 h demain matin. On Hey, devient vieux. guys, moi, je viens de voir comme une story il n'y a pas longtemps. Paulina Possa, championne, je ne sais pas combien de fois du monde. Elle est allée à Tipica là, récemment pour justement prendre des cours. Ça, là, c'est tellement que tout le monde devrait faire. Retourner à la base, puis aller chercher les gens qui sont spécialisés là-dedans. Et je pense que de nommer Tipica, c'est vraiment important parce qu'à Montréal, côté traditionnel, bachata traditionnel, on n'a pas beaucoup de ressources, donc c'est important aux gens de connaître leurs ressources pour aller apprendre à la base la traditionnelle, se renseigner, s'informer. Tipica, on parlait de Pipo aussi, qui enseigne, qui a amené ça, en fait, beaucoup ici, là. Puisqu'il a été un petit peu moins populaire que la moderne, c'est sûr qu'ils n'ont pas nécessairement le même problème qu'on a aussi en ce moment sur Le les nombre de profs. différences de niveau. Ouais, le nombre de profs, la compétition, etc. Ceci dit, ça veut aussi dire que c'est moins accessible parce que c'est un seul établissement. Donc, on va mettre les informations de cette école-là si jamais vous voulez essayer la traditionnelle. Puis, puisqu'on parle du post-COVID, il faut le dire, on peut noter quand même aussi une très grande popularité spécifiquement de la bachata sensuelle. Puis, on voulait savoir, selon vous, pourquoi cette branche-là a autant cliqué? Après 2020, on dirait qu'il y a eu comme un boom. Oui, Les Désirés avait eu une sorte de boom aussi comme Ouais. ça, mais je trouve que le ratio était assez équivalent entre moderne et sensuelle versus maintenant. Ben, je pense justement les artistes, avec leurs démos sur les réseaux sociaux, ont commencé à beaucoup intégrer des mouvements de zouk, des mouvements de contemporain, de fusion, de d'autres choses. Puis c'est des mouvements qui sont très beaux, qui sont très impressionnants, qui sont très musicaux, qui sont très vibrants. Ils sont wow à regarder. Fait que je pense que ça a attiré l'œil. Puis après ça, ben, les gens ont voulu aussi en développer, toujours créer de nouveaux mouvements pour essayer de se démarquer. Puis ces mouvements-là se sont tranquillement intégrés ou certains de ces mouvements sont intégrés dans la danse sociale. Puis ça fait que surtout parce que aussi dans les chansons, de plus en plus dans les remixes ou même dans les nouvelles chansons de bachata, depuis il y a des sections, il n'y a plus de beats de bachata, il y a comme ce que j'appelle les zouk sections, Des lenteurs. où justement il n'y a plus les beats. Donc là, ça prête super bien à tomber dans ces mouvements sensuels, zouk, qui permettent de jouer avec la musique d'une manière vraiment différente. Et après ça, bang, le beat repart. Et là, on recommence à lancer plus le moderne traditionnel ou qu'on dit, ou un mélange des deux. Fait que je pense que ça a un peu suivi peut-être le développement de la musique comme on avait mentionné plus tôt dans l'épisode. Je pense que le fait que la COVID aussi, on n'avait pas le droit, les écoles de danse, on n'avait pas le droit d'être ouverts, les congrès, tu sais, tout était mis sur pause. Les gens, donc, sont allés sur Internet beaucoup plus. Ils ont voulu danser par vidéo. Je me rappelle, les profs de Montréal, on avait fait une vidéo bachata pour dire, faites-vous-en pas la communauté, on va revenir. Et donc, je pense qu'il y a eu un boom de vidéos de gens qui voulaient quand même danser, qui ne pouvaient pas danser en établissement. Et il y a eu tous les artistes d'Europe qui ont entraîné aussi plein de monde. On voit Géro et Miglé qui sont, en fait, ils étaient les étudiants, si je ne m'abuse, de Marco et Sarah.
il y a comme eu des bébés de Puis plein de Corky, pays. Judith, qui donnait aussi des Oui, certifications, là, comme comme qui pour sont être les prof. pionniers dans le style sensuel sans le zouk. Puis nous, on est vraiment chanceux ici à Montréal parce qu'on a Denise, Jordan de Swift Connection qui ont justement cette certification-là. Donc, c'est... Exact. Il y a aussi d'autres personnes qui sont allées voyager plus en Europe et qui ont ramené. Parce qu'il y a eu un boom de voyage aussi après le COVID. Tout le monde voulait Tout le monde voulait voyager. Puis toutes les choses qu'ils voulaient faire et qui ont listé pendant le COVID qu'on pouvait pas sortir, ben après ça, les gens ont voyagé. Donc, en tout cas, moi, je voyais beaucoup dans mes stories les gens justement aller dans plein de festivals. Puis maintenant, on peut aller à New York seulement avec Sensual Movement. Sensual Movement, c'est ça exact. En fait, Sensual Movement qui ont une énorme influence parce qu'ils sont basés aux États-Unis, c'est nos voisins. C'était beaucoup artistes à prime abord locales, donc États-Unis, un peu Canada. Après ça, ils se sont beaucoup ouverts sur les artistes d'Europe. Maintenant, ils invitent les plus grands noms d'Europe à venir aux États-Unis. Ils ont commencé avec Myrtle Beach. Par la suite, il y a eu Miami, il y a eu d'autres. Là, il y a New York et c'est à côté, donc maintenant, on peut y aller plus facilement. Moi, j'ai commencé avec eux en 2017 et honnêtement, c'était comme une révélation parce que leur concept n'était pas exactement encore arrivé ici. J'étais partie enseigner des ateliers et puis un spectacle et moi, ça m'a donné énormément d'inspiration. Je suis revenue, mais là, il y a eu la COVID, donc ça a comme brisé tout. le momentum. C'est ça, exact. Puis je pense qu'en Europe, il y a eu des congrès tellement immenses comme en Croatie, des congrès sur plusieurs semaines avec comme, je pense, 5000 danseurs ou Oui, en Croatie, c'est une Ouais, semaine en donc salsa, une une semaine semaine en en bachata. bachata. Des milliers de danseurs, même en Espagne, les congrès, c'est des milliers de gens. Ah, c'est les stades, là. Je me rappelle même en 2012, là, comme si tu voulais danser avec quelqu'un, il fallait que tu fasses un plan parce que tu pouvais ne jamais croiser la personne dans la soirée. C'est vrai. Wow. Tellement il y avait de monde. Mhm. Puis il y a Ça, c'était back des... in the days. Fait que là, mais tu c'est sais, aujourd'hui. en Espagne, il y a des congrès, même plusieurs congrès à chaque week-end. Ouais. C'est Puis partout en incroyable. Europe. Ouais, c'est Partout en ça. Europe, Peut-être tous les week-ends, il y a quelque chose. c'est ça. Puis je pense que c'est ça. Ça a une énorme influence. Ouais, l'influence est beaucoup plus grande en Europe, on s'entend que ici. Ici, on peut vraiment les compter, là. Ce week-end-là, OK, il y en a un ou deux, mais c'est tout. Mais on dirait que moi, je me pose la question, puis je sais même pas si on a la réponse ici, mais je sais qu'on essaie, ben, que certains organisateurs essaient d'amener des invités, justement, des artistes internationaux d'Europe, puisqu'ils sont comme rendus vraiment connus grâce aux réseaux sociaux. Puis, je sais pas si je suis la seule, mais j'ai remarqué qu'il y avait comme une sorte de discussion en ligne sur le fait qu'il y a des artistes qui coûtent aussi très cher à faire venir. Puis, je sais qu'on n'a pas, nous, on n'a pas nécessairement l'expérience d'organiser. Je sais que Denise en a amené quelques-uns, mais il y a aussi cette notion-là de est-ce que, parce que tu es populaire sur les réseaux sociaux, ton coût d'artiste augmente aussi? Définitivement, là, il y a des artistes extrêmement chers parce qu'ils sont populaires sur les réseaux sociaux, ils sont overbookés à travers le monde. C'est sûr qu'il y a place à opinion parce que ce sont peut-être des excellents danseurs, mais après ça, au niveau du contenu qu'ils vont apporter, moi, je sais qu'on a des artistes locaux qui donnent des excellents ateliers qui sont sous-estimés pour leur travail, qui parfois peut même dépasser des artistes internationaux au niveau de la pédagogie ou de l'andragogie. Donc, c'est sûr que c'est un débat mondial, je pense, le niveau des coûts. Ouais. Mais c'est une question de marché. Fait que c'est ceux qui sont overbookés, ben, ils vont pouvoir raise leur prix parce que si tu leur payes for, ils vont juste avoir le même montant ailleurs. Puis en Europe, on s'entend que c'est en euros, hein? Donc, quand un artiste Et il y a le vol européen... d'avion qui est inclus, donc c'est ça revient cher pour Oui, nous. puis j'ai remarqué aussi que c'est pas aussi populaire que là-bas. Malheureusement, Montréal, tu sais, on essaie d'amener des artistes. Tu sais, là, maintenant, je parle post-COVID, mais on voit de moins en moins de gens. Attendre les ateliers, oui, c'est vrai. Les ateliers, puis même comme les bootcamps ou tout Oui. ça, c'est comme... Et on en aurait besoin. Et je parlais avec Gary qui organise le SBK Toronto, qui est beaucoup d'influence dans le milieu, qui invite beaucoup de ces artistes-là. C'est ça, Bachela Kizomba Festival. Voilà. Ceux qui, c'est pas famille. SBK. Et qui me disait, oui, mais Maude, c'est fou parce que j'invite des artistes extrêmement connus qui ont un bagage incroyable Et des chanteurs. et des chanteurs. Et les gens viennent pas. Et il dit, c'est vraiment le problème. Ils vont donner des masterclass ou des bootcamps. Et puis les gens disent carrément, ben j'en ai pas besoin. Ah, c'est correct. Mais à quel point c'est correct? Cette mentalité-là, on l'avait pas avant, par contre. Ben moi, je trouve que ça, c'est de l'ego. Ben oui, oui. Parce tout à fait. qu'on en a tous besoin. Là. Ben, t'es le plus professionnel des professionnels. On en a besoin. Montréal, on est derrière. Puis honnêtement, moi, c'est le genre d'événement que je trouve que c'est un no-brainer parce que j'adore son événement. Puis avec les chanteurs qui amènent souvent,
juste un billet de concert coûte plus cher que ça, que la plupart du festival. Puis là, tu peux te ramasser dans la salle. Puis ce qui est fun avec un concert dans un festival de danse, c'est qu'il n'y a personne en avant. Tout le monde est en train de danser. Fait que tu peux littéralement danser à côté du chanteur, il peut être là. Puis tu danses à côté, puis tu as sa chanson live, puis tu as payé peut-être. Si tu as pris un billet de soirée, ça t'a coûté 50$. Si tu as pris la full pass, ça t'a coûté peut-être 200. Puis tu as eu plein de workshops, tu as eu deux soirées de concert. Fait que je trouve que Ça fait. c'est pour le rapport qualité-prix est incroyable dans ces événements-là. Vraiment intéressant. Je me demande qu'est-ce qui fait en sorte qu'on s'est rendu là en tant que communauté, là. J'imagine que la récession joue une part. On a moins de sous pour payer ce genre de hobby-là. Mais je pense pas que c'est juste ça, honnêtement. Je pense pas, mais c'est sûr qu'on est tous responsables, je pense, à quelque part. Autant au niveau des promoteurs qui parfois vont engager, comme on a parlé, plutôt un peu n'importe qui, ce qui crée un peu un chaos dans le milieu, ce qui crée qu'après un débalancement. Des étudiants vont prendre un cours avec un prof qui finalement n'était pas un prof. L'étudiant se rend compte et dit j'ai plus besoin d'aller en cours parce que je pense pas que les profs ont le niveau. Ou tu sais, je pense qu'il y a un chaos là qui se passe. Puis peut-être aussi, on le voit souvent, des fois, il y a un événement qui va s'organiser, puis là, les promoteurs, souvent, s'entendent pas tellement bien entre eux. Puis là, soudainement, il y a 4 événements qui vont arriver le même soir. Puis là, Complètement. ils vont tous se faire mal entre eux. Puis là, de supporter, puis d'essayer de se partager le Mais il fut un calendrier, des temps dates. où J'allais est-ce dire que les ça. promoteurs avaient un petit groupe Facebook, C'était une Messenger. communauté et personne faisait un événement en même temps que quelqu'un Exact. d'autre. Il y avait un respect. Ben, c'est sûr que ça a grandi maintenant, mais je pense que même à cette échelle actuelle, je pense que c'est possible de communiquer puis s'assurer que les gens se rassemblent. Je pense pas qu'ils veulent. Ils veulent pas, Pour les connaître exactement. tous personnellement. C'est une question, je pense, d'une certaine guerre d'ego. Et c'est exactement ça, Renaud. Je pense que les gens veulent organiser des événements, peu importe la quantité d'événements. Les gens veulent cette reconnaissance de j'ai organisé, je suis la personne qui regroupe les gens. Ils veulent ce titre. Encore une fois, je pense qu'autant au niveau des compétitions qu'au niveau promotion, tout le monde veut une espèce de titre ou de Un territoire. territoire. Ils sont pas nécessairement prêts à partager ou à s'unir pour organiser des événements ensemble. Ça arrive, mais comme souvent, c'est pas la norme, mais malheureusement, c'est ce qui serait le mieux. Mais en même temps, je comprends parce que c'est comme, je pense que tout le monde ici autour de la table, on n'est pas à temps plein dans la danse. C'est pas notre principal gagne-pain. Fait on a le luxe de choisir les projets qui nous intéressent, puis de choisir, puis de collaborer parce que ça ne nous coûte pas nécessairement quelque chose, vu que c'est avec moins notre revenu. Alors que quand on est à temps plein là-dedans, comme certains artistes, certaines écoles le sont, mais pour eux, il y a aussi un aspect Ben bottom line. oui, c'est ça. C'est leur compétiteur direct. Puis ils ont plus de coûts que nous, on a. Fait que si je peux comprendre aussi une certaine mentalité plus business qui fait qui rentre en ligne de compte. Mais je pense que de l'idée par l'exemple, c'est quand même une belle façon de commencer à. Ben là, on le nomme aussi dans cet épisode pour ceux qui vont l'écouter, mais aussi de voir plus de collaborations, différentes écoles ou des projets qui s'unissent puis font des événements. Ça peut aider parce que finalement, ceux qui bénéficient de ça, c'est autant les organisateurs que les danseurs qui vont à ces événements-là parce que c'est regroupé avec une très bonne qualité de danseurs parce que justement, on a fait attention de ne pas être la même soirée qu'une autre soirée. Et les organisateurs parce qu'ils ont plein de gens qui viennent à leur soirée, donc leur argent est là, Et tout. toute la communauté va se connaître. C'est ça. Quand il y a un grand événement à Montréal, on devrait tous s'y réunir et non pas vouloir organiser un événement en même temps qu'un grand, grand événement parce que ça divise énormément les gens. Et les grands événements ont dépensé tellement d'argent pour des salles, pour des artistes, des orchestres. C'est un peu dommage s'il y a une soirée à 5 exemple, versus une grosse soirée avec plein d'artistes. C'est ça. Ils font ça pour nous, tu sais. Puis peut-être, je pense, dans le calendrier, hein, on a comme 2 petites saisons très condensées. Tu sais, mettons, on va avoir Madessimo, Montreal Convention, souvent Mambo Addiction La à fin de Québec. saison. 3 semaines back-à-back. Genre avril, on- mai, juin. là. Ben, avril-mai. Il y a rien jusqu'à avril, presque. Il y a rien l'été non plus. Puis après ça, avant ça, on avait le Festival de Québec, qui maintenant n'est plus. Puis on avait Canada Congress, puis il y a Montreal Bachata Festival en novembre. Puis après ça, décembre. Ouais, c'est ça. Pendant les périodes plus comme de famille ou l'été ou est-ce que c'est les vacances, il y a moins de choses. Puis automne, printemps, Pas le problème. Mais le problème, je trouve, c'est qu'ils sont tellement concentrés que souvent, tu sais, mettons, même moi, avec les danseurs de l'équipe, souvent, ils vont dire, ben, tu sais, je vais en choisir un des 3 parce que j'ai pas 3 fins de semaine à mettre autant d'argent dans la même période de l'année. Fait que des fois, je trouve que c'est mieux c'est faire qu'on va aux 3 de toute façon, mais tu sais, je trouve des fois que c'est plate qu'ils soient aussi concentrés parce que ça emmène une espèce de barrière Oui, économique. mais ça, c'est typique ici au Québec, hein?
Parce Donc, ben oui, parce que, tu sais, l'été, là, on s'entend, on va tous danser, mais on va danser dehors. Et pour l'instant, il y a pas de congrès, festival, tu sais, dehors. Mais tu sais, Verdun, exemple, c'est tellement populaire l'été. l'été. Puis Verdun, ça existe depuis toujours. Avant même que ce soit officialisé, on se réunissait par hasard comme ça pour le plaisir à Verdun. N'importe où, quel parc, où est-ce qu'il y a comme un flat, un plancher. Tu sais, on met un gros speaker, puis c'est tout. Mais je pense on met le doigt sur quelque chose, là. J'espère qu'il y a des organisateurs qui écoutent ça parce qu'effectivement, on reste tellement dans notre recette qu'on connaît tous. On répète un peu la recette un peu partout et qu'on va pas vraiment out of the box. Alors qu'un festival dehors, comme un festival de jazz, par exemple, pas à la même échelle que festival de jazz, mais si on m'offre un festival de salsa bachata en plein été, dehors, où est-ce qu'il fait beau, comme moi, c'est sûr que j'y vais. Ça va être très Waylo Il fait Guetta. beau, c'est ça. Ou on peut faire moitié-moitié, tu sais, Dans- avec à l'intérieur avec le AC, avec l'air climatisé, piscine. Tu Party, sais, on voyait ça avant. Verdun Beach. Mais je pense que c'est un gros investissement et c'est ce qu'aux États-Unis ils font, c'est ce que Central Movement fait aussi. Ils investissent énormément dans leurs événements, mais c'est sûr qu'il y a une beaucoup plus grande population, donc la communauté, elle est énorme. Là, on parle de milliers de danseurs comparativement ici, on peut avoir 500 danseurs. Fait que les revenus sont différents, je pense. Ouais, certainement. Mais des fois, je pense que c'est dosé. Tu sais, je me rappelle du festival de Vancouver, Vancouver est aussi pas un gros marché, un peu comme Montréal. Puis leur festival est tellement bon et tellement unique qu'il attirait beaucoup de gens des États-Unis. Fait que je pense que si tu arrives à créer quelque chose d'unique et de vraiment bon, ben, les gens vont se déplacer à Montréal. Mais faut que ça soit différent. Si c'est pour être la même chose que pour eux qu'aux États-Unis, ben, ils vont pas se déplacer. En plus, on a la chance d'avoir la devise moins chère. Fait que je pense que si on arrivait à faire quelque chose de vraiment intéressant, on arriverait peut-être à attirer beaucoup de gens parce qu'il y a même New York qui peuvent conduire jusqu'ici, Boston. Il faudrait avoir les artistes pour aussi qui vont comme amener les gens. Après, le promoteur qui a les reins solides et l'imagination pour amener ça. Parfait. Donc, on a quand même un peu effleuré une de nos dernières questions, mais on voulait vous poser, selon vous, c'est quoi l'avenir de la bachata dans les 5-10 ans qui s'en viennent? Sors la boule de cristal. Ça peut être un souhait aussi. Ben moi, j'ai hâte de voir l'impact de l'intelligence artificielle pour elle. Mais même pour les chansons, on le voit déjà, même pour les chorégraphies, c'est ce qu'on va être capable de juste balancer à l'algorithme plein de chorégraphies puis lui dire éventuellement, tu sais, éventuellement, je pense que l'AI va être rendu à un point dans les 10 prochaines années assurément où ils vont être Là, capables. on parlait d'authenticité. Vous en faites mal à mon petit cœur. La création de patterns, la création de nouveaux mouvements, je pense que j'ai hâte de voir l'impact que l'AI va avoir dans... Et moi, une chorégraphie. Oui, parce qu'il y a des applications, entre autres, Chano me montrait une application de cheerleading qui te crée tous tes déplacements de la chorégraphie et avec des applis comme Suno, des plateformes où l'intelligence artificielle crée carrément ta chanson bachata. Tu fais juste écrire les paroles ou tu peux même générer des paroles. Et donc, il y a déjà plusieurs DJ localement l'utilisent, cette plateforme-là, pour produire en 2 minutes une chanson. Très personnalisé ou sur un thème. Très personnalisé, c'est ça. Il y avait une rumeur qui disait que l'album de Romeo Santos et Prince Royce a été fait en Ça sonne qu'elle AI, manque. mais c'est sûr que c'est dommage parce que je pense qu'on peut reconnaître la vraie musique, les solos avec les vrais instruments, ça se reconnaît quand même. Parce que la musique de AI, elle est très linéaire. Il n'y a pas d'énormes changements, là. Je pense aussi qu'au niveau de la danse, il va y avoir d'autres influences. Récemment, justement, en parlant de AI, on a vu Est-ce que des tu penses- personnes, ouais, de Sarah Panero. Est-ce que vous l'avez vu? Il y a un vidéo C'est- trending et ça, je pense que On plein de peut, gens on peut l'afficher, mais ont notre... au début, ça a l'air tellement réel, mais après ça, tu vois que c'est C'est un homme qui s'est mis côte à côte avec le solo à Sarah Panero. Puis il le danse faisait tellement pareil. bien, comme la première fois que je C'est l'ai vu, exactement j'étais pareil. comme, oh wow, il y a vraiment comme La bonne la technique technique et et tout. tout. AI. Fait qu'on est capable de recréer des mouvements et te le transférer sur un autre corps et mettre ta face. Fait que t'imagines les reels que ça pourrait donner, ça pourrait mettre en confusion les gens. C'est clair que le chaos n'est pas terminé. Là, t'arrives au festival, t'as... Imposter! Scam, tout ça, ça existe dans notre univers. Ouais. Mais je pense qu'à l'avenir très proche, il y a un retour un peu avec la traditionnelle dans la bachata. Je pense qu'avec la controverse bachata versus zouk, on commence déjà à voir l'influence zouk diminuer et les danseurs en Europe ajouter beaucoup de footwork traditionnel dans leur danse et dans leur démo aussi. Fait que je pense qu'en ce moment, présentement, il y a un retour
aux sources. Mais C'est bon, à voir. à voir. On le souhaite. Ben, ça m'a fait notre discussion aujourd'hui, guys. Merci beaucoup. Ça a vraiment été... C'est une conversation qu'on aurait pu continuer et d'ailleurs qu'on va devoir couper des petits morceaux tellement qu'elle Elle était tellement riche, mais elle était très riche. On fera peut-être une partie 2. On Ah. demande toujours aux gens s'ils veulent une partie 2 parce qu'à la fin, on fait ça pour nous. Oui, on s'amuse en le faisant, mais c'est sûr que c'est pour le partager avec les gens qui l'écoutent. Donc, si vous voulez une partie 2, n'hésitez pas à nous l'écrire en commentaire. puis si vous avez des questions, soit pour Maude ou Renaud, n'hésitez pas aussi à nous l'envoyer ou à laisser des commentaires. On est là pour ça. Écrivez-moi parce que ça se peut que je ne crache pas tous les Non, commentaires. c'est là. ça, N'hésitez pas à les m'écrire. DM, on parle des DM. Donc, on va Ouais. mettre leur Instagram juste en dessous. Est-ce que vous êtes plus Facebook, Instagram? Les deux. Les deux. Donc, on va les mettre juste en dessous de leur visage. Comme ça, si vous voulez leur poser des questions directement, n'hésitez pas à le faire. Ou sinon, vous pouvez nous envoyer à nous. Puis nous, on récolte tout le temps ces questions-là. On les Puis partage. on peut les faire Q&A. C'est sûr qu'éventuellement, on finit par y répondre. Est-ce que vous avez des projets que vous voulez partager aux gens qui nous regardent? En ce moment, c'est sur Où est-ce qu'on peut vous YouTube, retrouver? Spotify, Instagram. Donc, Renaud, Oui. Ben moi, j'ai mes cours de groupe tous les mardis au Studio Distorsion, du moins en date de l'enregistrement. Donc, tous les mardis, 7 heures bachata de couple et 8 heures salsa sur le 2 de couple également. Et puis sinon, ben, je continue toujours allemand à Montréal avec une nouvelle chorégraphie qu'on espère présenter d'ici la fin de l'année. Et de temps en temps, des workshops à Gusto, à la Honda, dans les soirées, dans les congrès. Fait que je suis aussi disponible pour des cours privés. Pour ceux qui s'intéressent, vous pouvez m'écrire DMs. Et puis pour moi, ben en fait, j'y vais un peu avec là où je suis rendue dans ma carrière, c'est-à-dire ce que je considère important, donc des séminaires de façon aléatoire, des bootcamps sur ce qui est la structure de la danse, les influences, les origines, la musicalité, beaucoup la musicalité. J'ai un atelier de lady styling avec Léa le 15 mars à Espace des Arts aussi, où ça va être un 3 heures très focus sur la musicalité, la technique pour les follow. Et bien évidemment, on en a parlé, mais la Bator de Footwork le 22 février. Bachato! Bachata, qui est déjà sur les réseaux sociaux en tant qu'événement. merci beaucoup, guys. Merci, guys. Santé, Plaisir. Et à vous, on vous dit à la prochaine! À la prochaine. À bientôt.